Regardez les petits, regardez-les. Tu lui donnes 2 pouces, tu prends 2 mètres. C'est pas créable. Cette semaine, au podcast, après l'ouverture des Olympiques, qui était la semaine dernière, je me suis dit, tiens, les Olympiques, on en parle beaucoup cette année à cause de l'absence remarquée des joueurs de la Ligue nationale qui ne sont pas des athlètes professionnels, mais ça reste quand même néanmoins un événement assez exceptionnel. Et j'ai reçu très récemment j'ai fait un épisode que j'ai enregistré récemment. J'ai reçu un gars qui s'appelle Alexandre Gascon, qui est journaliste sportif pour Radio-Canada et qui est allé aux Olympiques lui-même plusieurs fois et dans des titres et dans des fonctions complètement différentes. Et il est venu ici le 26 janvier 2018, donc ça fait pas très longtemps, 26 janvier 2018. Et c'est très conversationnel, très amical comme conversation. C'est un gars que c'est pas une entrevue que tu construis sur un Wikipédia parce qu'il y a pas de Wikipédia ou quelque chose. Donc c'était vraiment plus dans la conversation, mais il y a des très bonnes histoires et très bons insights, si on veut, sur les Olympiques. Et je trouvais que c'est un épisode qui valait la peine d'être écouté maintenant et non pas dans quelques mois. Je trouve que c'était un peu dans le bon timing. Donc voilà, pour Alexandre Gascon, qui est en fait un gars qui est allé à l'école avec ma sœur. C'est pour ça que je l'ai reçu au podcast. On va en parler dans pas longtemps. Juste avant que je vous présente l'épisode, je vais aussi répondre à quelques personnes qui m'écrivent ici et là concernant la marchandise, les vêtements de Red Tape, que ce soit t-shirt, sweatshirt, qu'on vendait entre autres dans la campagne de Mission Forsberg. Eh bien, on vous a pas oublié et sachez que ça s'en vient. Je sais que beaucoup de gens m'ont écrit, je leur ai répondu, le online store s'en vient, tout ça, à l'automne. Et on était occupé assez avec la campagne, avec la Mission Forsberg, tout ce que ça implique, la logistique pour notre départ en Suède. Mais le online store est vraiment presque achevé. Il nous reste vraiment quelques petites choses à finaliser et tout ça. Mais vraiment prochainement, là, sans vous donner une date précise, prochainement, ça va être en ligne. Et dès que ça va être le cas, je vais vous le dire ici, mais je vais aussi vous en faire part à travers les médias sociaux de Red Tape. Donc, ne soyez pas inquiets, on ne vous a pas oublié, bien au contraire, on s'affaire à faire fonctionner tout cela. Donc, sinon, voici l'épisode spécial olympique avec Monsieur Alexandre Gascon. Avec David Bocage. Alexandre Gascon, journaliste à Radio-Canada, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Merci d'être ici, ce petit matin du mois de... Ça fait grand plaisir, de janvier. Oui, exactement. C'est frisqué un brin, mais ça me fait plaisir. Toi, tu fais de la télé à Radio-Canada? Juste la télé? À Radio-Can, on fait de tout maintenant. Oui, c'est ça. Sinon tu travailles pas longtemps. Non, c'est ça. Donc, non, web, radio, télé, tout ce qu'ils ont besoin. Là. Parce que pour vrai, t'as vraiment une voix, je veux dire radio-canadienne, mais radiophonique. Ouais, mais là, je fais exprès, là, je prends ma voix. Mais oui, mais c'est pas tout le monde qui a ces capacités. Est-ce que tu peux faire de la radio aussi? J'ai commencé surtout en faisant de la radio, en fait. J'ai commencé à l'UQAM à faire de la radio, à Choc FM, de la radio Internet essentiellement. Puis ça a vraiment été mon médium de prédilection. À un certain point, je voulais comme rien savoir de la TV, même que je trouvais, quand j'étais un jeune idéaliste, un médium perverti. J'ai faim. Exactement, c'est ça. Faut que je mange. Mais c'est là qu'a commencé RBO, même, je pense, la radio de l'UQAM. Oui, exact. Eux autres, ils s'étaient monté un petit groupe. Il y en a eu pas mal, les moquettes coquettes, ouais. C'est ça, ouais. Ça, c'était comme... C'est comme les têtes à claques, on C'était comme Glamour, quand nous, on faisait de la radio à l'UQAM, à Choc FM, c'était l'exemple de non, mais regardez, vous pouvez avoir un avenir. Vous pouvez durer 15 minutes, non. Ouais, c'est ça. Ah, mais je fais des blagues, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, les moquettes coquettes? Aucune idée. T'es connaissais-tu? Non, il y en a une qui était la fille du batteur de Beau Dommage, tant qu'à être dans le patinage. C'est exactement le genre d'information avec laquelle je veux partir. Avec qui je travaillais, Réal Desrosiers, qui est un réalisateur à Radio-Canada. Pendant longtemps, qui a pris sa retraite maintenant. Là, qui est un Réal. Réal, qui a switché c'est sa deuxième carrière, après Beau Dommage. Puis il m'en avait parlé souvent. Donc, je peux te dire qu'une des leaders de ce groupe était sa fille. Ouais. Parce que sa sœur, c'était Marie-Michel Desrosiers, la chanteuse. Non, il était pas... T'es pas relié? C'était pas sa sœur, puis de mémoire, ils sont zéro reliés. Mais là, je veux pas dire n'importe quoi, là. Mais c'est pas sa sœur. Ah, OK. Fait que c'est vraiment un addon... c'est qu'il y avait deux Desrosiers. Ah, j'étais sûr que qu'il y avait un avait amené l'autre. On aurait pu penser que, là, mais non, pas du tout.
En plus, mon père m'avait dit qu'à un moment donné, qu'il avait rencontré une madame qui n'arrêtait pas de dire « Mon fils, c'est Réal Desrosiers, il est dans Beau de Vache. » Mais je me souviens pas, ça vient de... Elle devait pas être jeune. C'est ça, selon l'incarnation. Donc, non, ça, c'était ici au podcast, en fait, c'est que sous recommandation de ma sœur, Erika. Oui, avec qui je suis allé au secondaire. Exactement. Même été dans la même classe. Oui. En secondaire 1, ça, je m'en rappelle. Par la suite, c'est plus flou, là. Ouais. Peut-être secondaire 2 aussi. Mais elle m'a dit que je pense que, parce que j'étais quand même, qu'est-ce qu'elle était à me dire sur Alexandre, puis elle était comme, ben, c'est ça, on a été ensemble au secondaire 1. Ouais, il me semble, c'est ça. Puis tu sais, c'est quoi le secondaire, là? Je veux dire, on s'est toujours bien entendu, mais on a un peu, en vieillissant, on n'avait pas nécessairement les mêmes gangs d'amis, fait qu'on se retrouvait pas dans les mêmes absolument, mais j'allais te demander c'était quoi ton souvenir de ma sœur. Et là, attends. Là, ça concerne personne d'autre que moi. J'ai pas de souvenir d'anecdote ou quoi que ce soit, mais c'est une des premières personnes avec qui j'ai créé un lien dans mon secondaire, tu sais. Puis ça, c'est quand même assez important quand t'as 12 ans puis que t'es nerveux de faire ton entrée là. Puis ça a été une amie, honnêtement, là, pour les débuts. Après ça, comme je te dis, on a un peu pris chacun nos chemins. Mais j'ai pas de souvenir précis d'Erika. Juste à t'entendre parler, je revis le stress de rentrer au secondaire. Dans l'espèce parce que, en fait, là, tu me le dis, ça me revient, je pense que ma sœur, Erika, à sa première journée, ça c'est vraiment son genre, là, à l'écoute en ce moment, puis à vrai, mais sa première journée de secondaire, je pense qu'elle s'est évanouie. Pour vrai? Ouais, fait que j'allais dire, c'est-tu dans tes bras qu'elle est tombée? Non, écoute, si j'avais été témoin de ça, je pense que je m'en rappellerais, là, mais dans la classe? Peut-être pas, je pense, je sais pas, tu sais, il faisait chaud, le stress, je sais pas trop quoi, puis je pense qu'elle s'est évanouie, donc, je la salue, elle écoute tous les épisodes d'Australie, parce qu'elle est en Australie maintenant. Elle habite là-bas? Ouais, elle fait son doctorat, en fait. Wow. Fait que... En biologie, quelque chose comme ça? En biomécanique. Ah, tiens. Ouais. Mais on la salue, salut, Erika. Oui, salut, Erika. Donc, voilà, puis toi, t'as joué, ça, en fait, c'était à Regina Sumta, là, pour ne pas la nommer. Exactement, oui. Tu joues au hockey, là, d'ailleurs. Ouais, c'est ça qu'elle m'a dit. T'étais-tu un prospect? Ben, j'étais, ça, c'est pas le bon mot, mais, non, j'ai joué au hockey longtemps. J'ai commencé en hockey mineur. Moi, je suis de Ville-Saint-Laurent. Okay. Fait que j'ai longtemps joué à l'Arena Raymond-Bourque. J'ai pas mal commencé novice, là. Puis, je suis devenu un pas pire joueur. Jusqu'en secondaire 3 à peu près, quand je me suis mis à avoir d'autres intérêts, puis je suis revenu, mais là c'était plus très très probant. Ouais, c'est ça. Mais puis Regina, on était pourris, tu sais, faut dire que je m'en souviens, je jouais contre vous étiez toi t'étais j'étais à Brébeuf, puis c'était pas non, mais Brébeuf puis Jean-Eudes, c'était pas trop fort non plus, mais tu sais, quand on jouait contre notre c'est ça. En tout cas, moi quand je jouais, tu sais, on battait Jean-Eudes et Brébeuf quand même régulièrement. Ça devait être 50-50 quand moi je jouais, mais après ça on se pognait contre Notre-Dame, puis ça finissait 16-1. Puis il y avait des écoles anglophones aussi, Bialik, LCC. House. Je pense pas qu'on les affrontait, les autres. Eux autres, c'était dans une autre catégorie, mais c'est parce que nous, on était la deuxième, moi quand je rentrais à Regina, on était la deuxième cohorte de gars. Oui. Donc il y avait juste des gars depuis l'année précédente, des gars en secondaire 1-2 quand je suis rentré. Ça faisait assez pour faire un team, puis oui, Bantam, là. 12, 13, 14 ans, peut-être plus Bantam. Puis c'est ça. Puis on était pas bons, mais on n'était pas pourris non plus. Tu sais, moi j'avais joué 2 lettres dans le hockey mineur, j'arrivais du 2B. On avait c'était très inégal. Tu sais, on avait une couple de bons gars puis une couple de gars qui n'auraient pas dû être là. Mais on tirait notre épingle du jeu les 2 premières années. Mais quand ça a commencé à devenir un petit peu plus costaud, là, puis que tu rentres dans le contact. Ouais, surtout qu'à 13 ans, qui font 6 pieds 2 puis d'autres qui font 4 pieds 1. Ouais, puis moi, tu me vois, là, je suis pas très costaud. Puis à l'époque, j'étais particulièrement petit. Fait que c'était difficile. J'étais dans la même situation. Mon autre sœur plus vieille, elle, c'est la dernière cohorte juste de filles. Qui a fait de 1 à 5 juste de filles. Puis c'est drôle parce que moi, j'allais à Brébeuf, puis maintenant, c'est l'inverse. Brébeuf, les filles commencent à arriver. Ah ouais, alors que ça vient de commencer seulement. Ça fait quelques années, mais ils sont pas mélangés. Ils sont comme avant c'était des gars 1 à 4, des filles 1 à 5. Puis maintenant ils ont rentré des filles. Ils l'ont fait comme graduellement. Je pense au début c'était 1, 2. C'est ça, à chaque année. Ouais, c'est ça. Puis en fait c'est qu'en fait le centre de jésuites, il n'y a plus de jésuites. Fait qu'ils ont remplacé les jésuites par des filles. Ils ont comme tourné ça en classe. Mais ça reste que les classes restent des classes de gars et des classes de filles. Fait que je pense qu'ils se voient. Ben, de ce que j'ai compris, je pense qu'ils se voient dans le fond au dîner puis dans les récréations. Mais c'est drôle. Mais je pense que c'est un genre de
progressif vers des classes mixtes, là. Mais bref, quand on était juste des gars, moi j'avais beaucoup de plaisir, c'est ça, mais je sais pas où est-ce qu'ils s'en vont avec ça, bref. Il y a des avantages à être aussi juste comme 20% de gars dans ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est comme, vous saviez, on peut parler d'offres et de demandes. Ouais, c'est sûr que les lois du marché étaient en notre faveur. Ouais, c'est ça. Vous étiez acheteur. Pas mal, effectivement. Moi, je pense que même jusqu'en secondaire 5, c'était quelque chose comme 30% de gars d'un classe en moyenne, là, versus les filles. Maintenant, ça doit être beaucoup plus partagé. Puis en même temps, le Collège Laval faisait l'inverse. Ils sont comme liés un peu, les deux collèges. Puis le Collège Laval, c'était juste de gars à l'époque, puis là, les filles rentraient. Puis bon. Ah, bon. Certains te surnomment Gasker. Oui! C'est-tu Guillaume Lefrançois qui t'a partagé cette information-là? Ça a commencé avec Éric Fichaud, en fait. Moi, j'étais recherchiste sur une émission. Je sais pas si tu t'en rappelles. Il y avait une émission de radio à Radio-Can qui s'appelait Culture physique. Ouais. C'était une émission de radio. Mais j'entendais une émission de radio de fin de soirée, qui a duré, fin de soirée de 2 ans, mais l'émission a duré 4 ans en tout. C'est Claude Kenville qui l'animait la première année. C'est le même, je suis rentré à Radio-Can à Montréal, en fait. Là, j'ai commencé en étant recherchiste sur ce show-là avec Claude Kenville, qui était comme... l'icône. Mais c'était mon idole de jeunesse, ou presque. Là. Je sais qu'il y a des ennuis de santé, Claude, ça se peut-tu? Ouais, Claude, il est pas top, mais il va... Il est là, puis hang on tight. Là. Est-ce qu'il travaille encore? Non, il travaille plus. Okay. Il a pris sa retraite de Radio-Can 2011, je dirais. Donc, après il a fait cette première saison-là de Culture physique, qui est un show de sport de fin de soirée de 10h à minuit, tous les jours, du lundi au vendredi. Donc, c'était quand même assez costaud. À la fin de cette année-là, il a pris sa retraite. On est resté en bons termes. On est déjà allé jouer au golf ensemble. J'ai eu beaucoup de plaisir avec. Là, c'était un monsieur intimidant quand même. Là. Ouais. Il est très grand. Tu parlais de voix de radio. Tantôt, lui, c'est... hallucinant. C'est lui-même qui avait pris pour faire 24 CH. C'est lui qui était le narrateur au début. Ouais, puis parce qu'en fait, au début, je pense qu'ils ont commencé, je pense que c'était Pierre Lebeau. Pour la première année, ouais. C'est comme Sport en train, puis on dit, allez chercher la voix des Canadiens, puis ils sont allés chercher Kenville, effectivement. Ouais. Puis qui l'a a arrêté là, après coup, là, justement. Ouais, c'est ça, quand il s'est retiré. Et bref, tu travaillais pour rechercher pour cette émission. Ouais, c'est ça, j'étais recherché sur ce show-là, puis on avait Éric Fichaud puis Enrico Ciccone qui étaient des analystes, puis on commençait toujours les émissions comme ça, avec surtout quand il y a des matchs canadiens, en analyse post-game, tu sais. Puis Fichaud, qu'on surnomme le Fish, m'avait dit, c'est toujours très original dans ce milieu-là. Il m'avait dit, toi, Gascon, si tu joues au hockey dans une équipe professionnelle, on t'aurait appelé Gaskers. Donc ça a commencé de même, puis depuis ce temps-là, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Parce que c'est jamais super original, les gars. Ok, c'est soit I ou E. Ouais, c'est ça. Comme Chucky, Gasker. C'est comme avec Weber, t'étais un peu fourré parce que là, t'as déjà le E. Fait que Webby. Webby. T'as pas le choix. Tu sais, Webs, on entend Webs aussi, mais bon. Ouais, moins. Puis il m'a même dit aussi, Guillaume, qu'il y a quelques années, t'avais une coupe Longueuil tellement que t'es... Non, ça c'est pas... je réfute ça. Ok, je vais lister un pad. J'étais rendu avec un pad, effectivement. Ok, je vais lister un pad, presque une coupe Longueuil. Oh, quand même, il est assez précis. J'étais pas à la Longueuil, mais j'étais pas loin. J'avais un pad, ça me prenait un trailer U-Haul pour la transporter, en arrière. Non, mais ça faisait beaucoup rire Guillaume qui... disait que j'étais un fan de NASCAR. Ouais, c'est ça. Et je connais peut-être un pilote, là, mais... je connais juste le mot Talladega. Je connais rien du... There you go. Puis, tu vois, j'ai été obligé, on m'a forcé de taillader cette tignasse pour faire de la TV. Ça passe plus ou moins. Je me suis toujours demandé, tu sais, je pense pas que j'avais parlé à Guillaume de ça, mais je me suis toujours demandé, être journaliste sportif à Radio-Canada, c'était comment, tu sais, dans le sens que... Guillaume l'a été, comme tu le sais. Oui, là, Guillaume, c'est pour ça, je pense pas que j'en avais demandé ces questions-là, mais... Tu sais, j'avais l'impression qu'être journaliste sportif, là, quand j'étais jeune, quand je regardais ça, être journaliste sportif à Radio-Canada, je me disais, ça avait l'air d'être comme jouer pour les Trashers d'Atlanta. C'était un peu ça, ouais. T'étais content d'être dans la ligue, mais c'était pas l'équipe que t'aurais choisi, genre. Moi, en fait, j'ai choisi d'être journaliste avant d'être journaliste sportif, je te dirais. Fait que pour être journaliste, je te dirais, à l'inverse, Radio-Can était peut-être un petit peu plus comme le Canadien de Montréal, dans mon, c'est pour moi, là, mon opinion. Puis j'ai toujours aimé le sport, je l'ai toujours suivi, particulièrement le hockey, puis mettons le tennis, puis une couple d'autres, originalement, mais je suis un peu devenu journaliste sportif par accident à Radio-Can. Sauf que Radio-Can
te donne une liberté que tu retrouveras pas ailleurs nécessairement. Tu sais, l'accent est tellement mis sur le sport professionnel, puis c'est normal aussi. Tu sais, c'est ça qui attire du monde, puis qui attire les revenus, puis tout. Mais c'est tellement une infime portion dans le fond du sport avec un grand S. Puis moi, quand je suis rentré à Radio-Can, je pensais que je connaissais ça le sport, mais tu sais vraiment pas. Puis tu te mets à découvrir les athlètes amateurs, tout le monde sous-jacent derrière de ça, tout l'entourage, tout ce qui se fait, puis d'aller vraiment au-delà, puis mettons de traiter de sujets de sport et société, sport économie, whatever. Tu sais, c'est ça qui devient intéressant. C'est sûr que tu as toujours les performances, les résultats, les matchs qui demeurent la prémisse de base, mais tu as tellement de trucs alentour qui est intéressant. Puis Radio-Can te donne un peu cette possibilité-là. Tu sais, on a lancé, nous... Radio-Can Sport depuis un an et demi à peu près, la plateforme Podium. Je sais pas si tu as vu un peu. C'est quelque chose que j'ai entendu aussi. C'est-tu web? C'est web, puis t'as du mini-documentaire là-dessus, t'as des features écrits, t'as des textes au jeu comme tu vas retrouver sur Players Tribune, mettons, mais version francophone avec, mettons, Marc-Édouard Vlasic, quand il y a eu la décision finale de pas aller aux Jeux Olympiques. Il a été un de ceux qui a été un des plus grands porte-parole pour dire que cette décision-là l'écœurait foncièrement. Ouais. Bon, il a publié un long texte au jeu sur notre plateforme Podium, mettons, pour dénoncer un peu la situation, puis essayer de faire ressentir au monde c'est comment lui se sentait, puis à quel point c'était important. Puis bon, c'est un exemple, mais tu sais, c'est une façon de couvrir le sport qui est différente de ce qui peut se faire ailleurs. Puis surtout, on n'a plus de droit là, à part les Jeux Olympiques. Ouais. Fait que c'est ça, t'as pas le choix. Tu le sais, comme là, je couvre le Canadien essentiellement, je fais pas juste ça, mais essentiellement depuis un an, c'est sûr que je suis à peu près la 17e plateforme que quelqu'un va consulter peut-être pour aller s'informer sur le Canadien. Fait que tu le sais que c'est différent, mais comme je te dis, ça des fois ça te permet de mettre ton énergie ailleurs et de couvrir des sujets d'une façon dont les autres réseaux ça les intéresserait pas, tu sais. Puis il y a cette culture là aussi à Radio-Can, c'est que toi tu as 28 ans, moi j'en ai 32, mais on a quand même connu peut-être juste sur la fin mais plus avant nous, Radio-Can c'était la vache à lait du sport au Québec, là. Tu sais, ça détenait tout, là. Ça avait la soirée du hockey jusqu'en 2002. Ça allait couvrir des championnats du monde d'athlétisme sur place, là, tu sais. À Paris, en 2003, c'était encore ça. T'avais vraiment... le football, la NFL, était décrit par Pierre Dufault à l'époque. Tu sais, tout était à Radio-Can. Là, t'as eu l'émergence des chaînes spécialisées au début des années 90, surtout avec RDS. Puis ils se sont mis à se partager le gâteau. TQS aussi a eu des matchs canadiens. Oui, c'était le jeudi. C'est ça, hein, le mardi, c'était RDS. Le jeudi, c'était TQS. À un moment donné, t'avais les trois réseaux. Puis Radio-Can le samedi soir. C'est ça. Ouais. Fait que tu sais, t'avais cette grande culture-là, ces grands annonceurs-là, les Claude Kenville, les Dufault, les Richard Garneau, évidemment. Puis tu sais, fait que je te dirais qu'il y a un peu, puis il y a Marie-Josée Turcotte qui est la espèce de seule... maintenant, oui, probablement. Je suis pas sûr, là. Je sais pas si elle aimerait ça que je dise ça, mais espèce de sommité du sport olympique, mettons, qui est encore là. Avec sa voix si reconnaissable. Voilà. Héritière de cette belle époque. Qui existe plus, mais on a encore les Jeux Olympiques depuis 2014 jusqu'en 2024. Fait qu'il y a une expertise qui revient, je te dirais, particulièrement à ce niveau-là. Puis ça, c'est le fun. Puis les jeux, ça fait travailler du monde. C'est ça drive une salle quand même. Même si c'est juste aux 2 ans, là, pour bien des gens, ça se prépare 1 an à l'avance. Là, oui, certainement. Puis qu'est-ce qui s'est passé pour mettre en contexte pour les gens qui ont peut-être moins suivi quand il y a eu les énormes coupures à Radio-Canada? Qu'est-ce qui s'est passé puis pourquoi? Lesquelles? Non, on va parler juste des sports parce que sinon on aura passé des 2 heures. Il y a eu plusieurs vagues de coupes à Radio-Can. Au niveau des sports surtout, je pense qu'il y a eu... mais il y a eu une immense coupe. Il y a eu la soirée du hockey qui a été perdue en 2002, si ma mémoire m'est exacte. Méga coupe à ce moment-là. Mais ça, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'en anglais, ça a continué. Ouais, c'est juste en français. CBC a gardé ses droits à ce moment-là. C'est une négociation, dans le fond, avec la Ligue nationale. Okay. Puis les réseaux, comme tu vois, tu as eu les dernières, tu avais Rogers, Sportsnet qui était impliqué là-dedans contre le consortium Bell Media essentiellement. Rogers a gagné pour les droits de la Ligue nationale. Puis RDS, Bell, TSN a gardé ses droits régionaux. C'est encore drôle parce que ils ont acheté, ils ont dépensé une fortune, là, Rogers, pour avoir les games, dans le fond, les games payantes, on pourrait dire, les games du samedi, les games de série. Les games de la Ligue nationale. Exactement. C'est ça. Mais les games de semaine restent à Bell Media. Mais ça, c'est une négociation avec le Canadien directement.
C'est que, tu vois, Bell Media puis Rogers ont négocié avec la Ligue nationale pour tout ce qui est officiel Ligue nationale. Fait que t'as les repêchages, séries éliminatoires, matchs des étoiles, les classiques hivernales, toutes les autres games, hors canadien, mettons qu'on parle de TVA Sport, là, toutes les autres games que tu voudrais présenter. Fait qu'ils ont tout ça, plus les matchs prime time, ou appelle-les comme tu veux. Ouais. C'est essentiellement les matchs du samedi soir. Les matchs payants, donc... Ils en ont 22 sur 82. Mais après ça, c'est des négociations pour des matchs dits régionaux. Fait que c'est-à-dire, ça, c'est 60 games que le Canadien négocie directement. C'est des droits qu'ils ont, puis ils négocient ça directement avec les mêmes réseaux. Fait que là, écoute, RDS, Bell Media s'est reviré de bord il me semble que je trouve ça drôle. Ils ont payé, c'était en milliards. 5 milliards sur 12 ans. Je pense que c'est ça, mais je suis plus sûr. Mais RDS continue quand même de diffuser 60 parties sur 82. Ben, comme je te dis, ils sont allés chercher les droits aux Canadiens directement. Mais c'est ça, mais quand même, il me semble que je trouve qu'ils s'en tirent plutôt bien sans avoir payé le gros prix, non? C'est certainement qu'il y a bien des gens qui ont poussé un soupir de soulagement quand ils sont allés là, mais ça a coûté excessivement cher aussi. Là, ça a permis aux Canadiens, je me rappelle plus du deal d'RDS pour les droits régionaux, mais entre ce qu'ils payaient avant 2014, je pense, et ce qu'ils ont dû mettre sur la table pour conserver ces droits régionaux-là, c'était une grosse différence. Là. Donc, le Canadien est allé chercher... plus cher ou moins cher? Oui, parce que Rogers, Sportsnet, TVA ont essayé d'aller chercher ces droits-là aussi. Là. Ils ont pas dit « OK, nous, on a les droits de la Ligue nationale, c'est beau, 22 games par année, on est content. » Ils ont essayé d'aller de faire compléter le balayage, d'aller chercher les 82 matchs du Canadien, mais... C'est sûr que, écoute, je sais pas ce qui s'est passé du tout, là, j'étais pas dans les officines de ces discussions-là, mais les liens entre RDS, TSN puis le Canadien sont visiblement bons, puis c'est pas une mauvaise affaire pour le Canadien d'avoir de la concurrence à ce niveau-là non plus. Non, c'est sûr. Fait que oui, RDS s'en est bien tiré, mais ils ont mis le paquet, là. Je pense que ça leur a coûté beaucoup plus cher conserver ces droits régionaux-là que ce que ça coûtait avant. Puis à un certain point, Radio-Can n'était plus... à ce moment-là, ça faisait longtemps qu'on faisait plus partie des discussions, là, ça faisait 10-12 ans, mais je veux dire, c'est ça devenait... La question est bonne, est-ce qu'une télévision généraliste comme Radio-Canada, qui met de l'argent un peu partout, doit se battre des montants faramineux avec des chaînes spécialisées comme celle-là qui mettent tous leurs œufs dans ce panier-là? Avec l'argent de l'État. C'est de l'argent public. Fait que, tu sais, est-ce que ça vaut vraiment la peine de chipper là-dedans à ce point-là? Ben, la réponse à partir de 2002, ça a été non, puis... c'est peut-être une bonne décision. Là. Moi, je vais pas commenter là-dessus, mais ça se défend. En tout cas, ça, c'est sûr. Non, ça se défend au point de vue financier parce que c'est impossible pour eux de compétitionner à ce niveau-là. C'est plate au niveau culturel que le sport, un des sports nationaux. Là, certains vont dire que c'est la crosse, mais un des sports, l'identité justement canadienne, québécoise, qui était justement... tout à fait d'accord avec toi. C'est plate que tu peux plus... Et c'est en fait ce qui est en train d'arriver même du côté anglophone en ce moment. Hockey Night in Canada, en fait, ça achève, là, si je ne m'abuse. Non, ils ont renouvelé, ils vont continuer à diffuser, mais c'est plus CBC qui a les droits officiellement. C'est que Sportsnet ont décidé de conserver ce véhicule-là qui est... De leur prêter... CBC leur prête les ondes. Oui, exactement. Sauf erreur, CBC touchait pas de revenus de publicité du tout, mais là ils vont compléter la renégociation du deal. Ça se peut que ce soit différent parce que c'était pour 4 ans. Rogers Sportsnet est allé chercher les droits pour 12 ans au total, les droits de la Ligue nationale, puis ils ont eu une première entente avec CBC, le diffuseur public, pour que les 4 premières saisons continuent à diffuser Hockey Night in Canada. Donc ils utilisent carrément les bureaux là, physiquement à Toronto de CBC Radio-Can, l'expertise beaucoup, leurs ondes, le véhicule, la machine immense qui est derrière ça. Puis pour les 4 premières années. Mais ils touchaient pas de revenus publicitaires. Sauf que là, ils sont en train... Je pense que Sportsnet se rend compte que il y aurait de la difficulté à avoir le même impact puis la même production en laissant ça de côté complètement. Donc, écoute, il me semble que... Est-ce que c'est déjà... est-ce qu'ils ont déjà prolongé l'entente, là? Je m'en veux de pas savoir ça par cœur, mais on était là-dedans là, récemment. Donc, j'ai l'impression ça aussi, c'en était un. Hockey Night in Canada, si je me trompe pas, là, j'avais lu que c'était le plus vieux programme en Amérique du Nord.
Parce que ça a jamais arrêté, là. C'est un programme qui existe depuis... Début des années 50, probablement. Exactement. Fait que, donne-moi une émission de télé qui roule depuis le début des années 50. Non. Je peux pas vraiment penser. En fiction, c'est impossible, mais je veux dire... Donc à un moment donné, c'était menacé justement à cause de ça, là, quand Sportsnet. Mais heureusement, ils se sont trouvés. Puis là, toute la gang de les Elliot Freeman et Ron McLean de ce monde sont devenus... passés de... D'ailleurs, il y avait même, je sais pas si c'est ancien, mais il y avait comme une tentative de rebranding et la face du hockey était devenue George Stroumboulopoulos. Ouais, pendant les 2 premières années, je pense. À l'instant, puis je sais pas pourquoi, mais... Moi, j'aimais bien ce qu'il faisait. Visiblement, c'est le monde du hockey est si très conservateur. Je sais pas exactement ce qui s'est passé à l'interne. Personnellement, je trouvais ça le fun, là. Mais en même temps, Ron McLean est un dominant, là. Ouais. C'est un vétéran. C'est un vétéran, puis je l'apprécie encore beaucoup. Donc, ils ont décidé de revenir. Peut-être qu'il y avait énormément de commentaires négatifs qui trouvaient que c'était pas la place de Stroumboulopoulos. Ouais. Je sais pas qu'il était mauvais, cela dit. Non, il était certainement pas mauvais. Il est pas mauvais. Peut-être qu'il fitait pas avec ce que l'auditoire d'Hockey Night in Canada plus classique voulait, là, ou tu sais, appelait. Enfin, mais tu vois, CBC a toujours, même si on a perdu ça en 2014, ont vraiment plus gardé une culture sportive. Puis tu parlais de culture, tu sais, du point de vue culturel du hockey, ça l'est, là. Puis la soirée du hockey, ça a quand même duré pas loin d'une 50aine d'années si on pense à 2002. Puis effectivement, on pourrait dire que, tu sais, on comprend que de se battre pour les droits des matchs de la NFL, ça a peut-être pas rapport, mais effectivement, peut-être que de conserver le hockey, ça aurait pu se défendre comme point de vue, sauf que c'est devenu tellement cher. Tu sais, quand tu regardes ce que Sportsnet Rogers a payé, tu sais, c'est hallucinant. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'ils ont perdu Hockey Night in Canada, la fameuse chanson. Ouais. La fameuse... Le jingle. Que RDS a ramené, là. Ben, en fait, c'est eux qui ont payé. C'est ça. C'est eux qui ont décidé parce que c'était une madame qui avait les droits. Je sais pas si c'est elle qui l'avait écrit ou qui avait écrit la chanson la fameuse chanson, ou si elle avait hérité des droits de quelqu'un. Mais quand est venu le contrat à échéance, là, dans les années 2000, elle a dit à CBC, voici mon prix. Puis ils ont dit, ben là, encore une fois, c'est l'argent public, on peut pas monter certain pour ce jingle-là, tu sais, Et ça, je pense que c'était 2007-2008 dans ces eaux-là. Puis finalement, ils ont dit, ben si vous voulez pas payer, encore une fois, les chaînes spécialisées vont payer pour la fameuse hymne. Puis et voilà. Bell Media l'a acheté. Puis je me souviens qu'en tout cas, l'été 2008, il y avait un concours. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Pas une tonne de Simple Plan pendant un bout de temps. Je sais pas. RDS, ça me semble que oui. Il y avait envoyé un concours CBC, un concours national pour qui va fournir la prochaine chanson de Hockey Night in Canada. Genre, tout était bien mis. Puis finalement, ils ont pris quelque chose qui était comme une genre de copycat, genre de pâle copie similaire, là, dans les mêmes... Mais ouais, c'est ça. Encore une fois, il ne fait pas accoter les prix parce que c'est... C'est ça. Non, c'est ça. C'est pas possible. Tu peux plus te battre. Exactement. Puis on parlait, en fait, ta question, il y a 45 minutes sur les coupes. La dernière grosse vague, ça a été 2014, tout de suite après les Jeux olympiques de Sochi. Guillaume couvrait le Canadien, Guillaume Lefrançois qui est à la presse maintenant couvrait le Canadien pour Radio-Can à ce moment-là, puis je pense qu'il aurait peut-être pu lui rester d'une façon ou d'une autre, mais bon, la presse l'a approché puis il a décidé de partir. On était encore à ce moment-là peut-être 70 dans la salle des sports, si j'inclus tout le monde qui travaillait, là, parce qu'on avait un bulletin de sport de fin de soirée de 15 minutes aussi, de nouvelles, qui fait travailler pas mal de monde aussi, donc ça c'est tombé. Alors c'était inclus rédacteurs, assistants réal, les boss, les journalistes, vraiment tout le monde. C'était autour de 70, puis c'est tombé à 18. Fait que c'est sûr qu'il y a pas mal de monde, dont moi à l'époque, qui a perdu sa job. Donc toi, t'as été... Ben j'ai été coupé. J'avais pas de permanence ni rien non plus. Là, fait que je travaillais j'avais des heures parce qu'il y avait de la job, mais c'était pas... j'étais même contractuel à ce moment-là. Donc quand ton contrat finit, tu sais... Ça finit. Si on pas de job, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Ben là, c'est là que j'ai comme décidé j'avais toujours délaissé un peu la télé au bénéfice de la radio. J'ai-tu de jouer avec le micro? Non, je regardais non, c'est moi qui regardais l'ordinateur, savoir si ça enregistrait encore. OK. Non, vraiment pas. T'as eu peur? Non, je regardais. Des fois, de temps en temps, il faut bien que ça enregistre. Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, ça, à ce moment-là, je me suis dit, écoute, je pourrais peut-être essayer de me diversifier un peu plus. J'avais comme jamais fait de télé, beaucoup de radio, mais jamais de TV.
Puis je me suis dit peut-être que si j'allais voir dans les stations régionales de Radio-Can, ce que j'avais déjà fait quand j'avais commencé, ce serait un bon endroit, tu sais, pour en faire un peu puis m'exercer. Ouais. J'avais une amie avec qui j'avais couvert les Jeux olympiques de Vancouver en 2010, qui est une Acadienne, puis qui était lectrice de nouvelles à Moncton, puis qui m'a écrit random, Karine Godin, pour ne pas la nommer, qui m'a écrit hey, j'ai vu qu'il y avait des coupes au sport, t'as-tu encore un job? Oui, non, en tout cas, nous autres, on cherche des journalistes. Puis j'ai décidé elle dit, ça t'intéresse-tu? Puis j'ai dit, pourquoi pas, c'est un coin que je connaissais quand même, là. J'avais déjà travaillé à l'île du Prince-Édouard. Fait que je me suis retourné là-bas, puis c'est ça. Fait que j'ai fait le saut, mais là, j'étais aux nouvelles carrément. J'ai passé juste 3-4 mois parce que 2 semaines avant que je parte, j'ai appris que ma blonde était enceinte. Ça a changé la dynamique un peu, mais j'étais allé faire 3-4 mois de télé là-bas. Je suis revenu en 2015, puis là, écoute, à gauche puis à droite, j'ai tiré mon épingle du jeu, puis rapidement, été 2015, Radio-Can m'a réengagé. Les libéraux sont arrivés au pouvoir. Il y a eu investissement dans le diffuseur public. Puis ça a reparti à ce moment-là. Là. C'est quoi quand c'est les... tu parles au fédéral, là? Oui, je parle fédéral, évidemment, oui. Est-ce qu'un jeune qui va être journaliste en ce moment, sportif, son avenir est peut-être ailleurs qu'à la télé, puis ou c'est quoi? Ou en fait, où est-il son avenir? C'est peut-être plus la question. C'est une bonne question. Parce que t'es pas vieux non plus, là. C'est pas comme si t'étais en fin de carrière. Tu dis que je devrais changer de job. Non, je veux dire, c'est quelqu'un qui est jeune, un jeune qui écoute, qui dit, hey, moi, je vais être journaliste sportif. Il se dit, ouais, OK, par où commencer? Ouais. Par où commencer? Écoute, maintenant, une des meilleures façons de commencer, c'est peut-être si t'as du contenu, d'essayer de s'auto-promouvoir soi-même. C'est comme toi, tu le fais. Là, je sais que c'est pas ça ton objectif, t'es humoriste puis que t'as bien d'autres projets, mais ce que tu fais, ça pogne puis ça marche puis ton podcast commence à rouler puis il y a du monde qui suit ça puis tu l'as fait par toi-même. Fait que je pense qu'il y a bien des gens qui peuvent commencer comme ça puis peut-être se faire... Tu sais, on se fait toujours checker un peu quand on commence à faire des trucs qui s'en vont sur le web ou ailleurs, puis que c'est public, puis à un moment donné, tu vas peut-être tomber dans l'œil de quelqu'un, puis peut-être qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir rentrer dans un réseau plus glamour ou tu sais, qui va avoir de la job pour toi, mais on peut pas se le cacher, là, c'est pas un milieu, que ce soit le journalisme sportif ou le journalisme point, c'est pas un milieu qui foisonne en ce moment, là, c'est pas très effervescent, la télé, non, pas vraiment, puis tu sais, faut que tu ailles au-delà de mais il va toujours avoir de la place là pour si un jeune qui nous écoute puis qui tripe sur le journalisme écrit, c'est pas parce que ça va super mal dans les médias traditionnels écrits que tu n'auras pas de place éventuellement pour faire ça. Tu sais, le web te permet ça, même de façon beaucoup plus créative puis dynamique que ça pouvait être sur du papier tangible avant. Tu sais, ça disparaîtra jamais. T'as vu The Athletic qui est rendu à Montréal depuis cette année. Ils sont un petit peu partout, donc un site spécialisé en sport, en Amérique du Nord, là, Canada, États-Unis, tu sais, c'est des longs papiers, là, c'est fouillé, c'est des textes de 3-4 $ par mois, là, tu sais. Ouais, c'est ça, je me rappelle plus, mais oui, c'est payant. Ce qui est pas très cher, là, tu sais. Non, qui est pas cher. Beaucoup moins cher qu'un journal. Puis qui est une culture, tu sais, nous, on n'est pas habitué de payer ici, mais peut-être plus aux États-Unis ou même dans le Canada anglais, là, à l'ouest du Québec, souvent, ils sont peut-être plus attirés à Toronto. Je pense que c'est un des endroits où ça marchait le plus fort en commençant. Ouais, je sais, au Québec, j'avais lu un papier là-dessus sur la psychologie du consommateur. Là, le Québec aime les choses gratuites. Ça se pourrait. Mais j'ai un ami qui m'a initié à The Athletic, puis justement, parce qu'on avait parlé avec Guillaume Lefrançois, mais un de ses collègues, Marc-Antoine, qui est passé là, Godin, et quitté pour The Athletic, puis il m'a dit, pour vrai, abonne-toi de ça. Puis je me suis abonné. Puis c'est vrai que c'est du bon contenu. Si t'es un vrai fan, un vrai passionné, puis tu veux lire des longs papiers. C'est un texte, on s'entend, il prêche aux initiés, là. C'est pas nécessairement... si t'es fan puis tu veux lire du bon stock, tu vas être vraiment servi. Tu parles des Canadiens ou de... Non, je parle en général, c'est des textes vraiment spécifiques sportifs. Si t'aimes ça, mais en dilettante, là, pas de temps en temps, c'est peut-être moins pour toi. Exactement. Mais si tu cherches du contenu spécialisé, c'est vraiment... Mais je pense qu'avec le web, avec comment ça va, je pense que les niches... je pense que c'est ça l'avenir aussi, c'est d'aller nicher tant qu'aller nicher. Oui, puis tes intérêts, on va y aller spécifiquement dedans et non pas essayer de plaire à tout le monde, mais n'en faut plaire à personne. Parce qu'ils veulent... Et donc, bref, puis ce qui est le fun avec The Athletic, c'est que c'est pas juste le Canadien, c'est
le sport en général. Ouais. Le sport professionnel surtout. Oui, le sport professionnel, c'est vrai. Là, je suis sûr que ça va se développer au niveau amateur, au collégial. Je l'espère. Surtout au collégial les villes américaines, l'NCAA, tout ça. Ouais. Vraiment. Puis, tu peux aller voir qu'est-ce que les journalistes pensent dans les autres villes. Alors qu'avant, t'avais ton journal d'Edmonton à Edmonton, avec les journalistes d'Edmonton, puis t'avais ton journal de Montréal. Mais là, tu peux aller voir à Edmonton, qu'est-ce qu'ils disent sur Edmonton. C'est ça, c'est que t'as accès à toutes les villes où ils sont implantés, tous leurs journalistes, puis ils sont allés chercher du monde, là. Marc-Antoine Godin, c'est un bon exemple, mais tu disais quoi, 15-20 ans qu'il était à la presse, je sais pas, c'est un journaliste d'expérience, c'est un gros move. Ils sont allés chercher James Myrtle à Toronto, qui était le gars du Globe and Mail, qui était sur le beat des Maple Leafs. Je veux dire, c'est pas... Mais les gars aussi sont pas niaiseux, là, Pierre Lebrun. Pierre Lebrun, Eric Craig Costens, je pense. de Hatchek, ouais, c'est ça, il y en a beaucoup, là. C'est tous des gars d'expérience, mais qui sentaient, pas dire qu'ils sentaient la soupe chaude, mais la presse pas rendu là, mais elle existe encore, mais la fameuse presse papier là, qui a changé, mettons. Qui a changé. La dernière édition papier est déjà passée, c'est maintenant rendu 100% virtuel. Ouais. Les gars voient bien aussi l'avenir. La tangente est peut-être ailleurs, mais je pense que la presse... En tout cas, on verra, mais ce média de 130 ans, va survivre. Exactement. Malgré tout, là, c'est une institution. Mais oui, effectivement, en tout cas, appelé à se renouveler, je sais que c'est galvaudé comme expression, mais pour en revenir à ta question, les voies traditionnelles justement là de trajet vers le journalisme sont pas à dénigrer non plus. Là, l'ATM à Jonquière, RDS va encore piger là-dedans à fond la caisse. Là, c'est des programmes qui sont utiles. Le bac en journalisme à l'UQAM, par lequel moi je suis passé, on est une gang aujourd'hui à être sur le beat du Canadien. On est tous passés par là. Jean-François Chaumont du Journal de Montréal. Moi, j'étais là. Guillaume, je suis pas sûr. Mais en tout cas, à un moment donné, on faisait le décompte. On était 3-4. Il y en a beaucoup qui finissent par se tailler une niche, là, ou un poste, là, donc t'as toujours les voies traditionnelles, mais c'est vraiment un milieu où il faut que tu fasses plus que obtenir ton diplôme puis attendre que les gens te contactent, là, ça demande de l'initiative. Puis est-ce que ça pourrait t'intéresser, toi, des choses comme The Athletic allant de l'avant? Ouais, mais oui, j'aime écrire, mais ça m'intéresse beaucoup pour comme amateur de sport. J'aime écrire, j'écris d'ailleurs pour Radio-Can sur le site énormément, là, c'est mon mandat est beaucoup web aussi. Mieux parler. Mais je pense que je préfère peut-être la radio puis la télé, parce que je sais pas, il y a un kick à faire ça aussi. C'est un autre format, c'est un autre format, c'est dynamique, c'est ou sûr. Du moins en ce moment là, je vis un thrill par rapport à ça. Puis la télévision, c'est relativement récent, ça fait 3-4 ans que j'en fais, peut-être un an et demi que j'en fais vraiment plus régulièrement, puis que ça devient comme un métier tranquillement. Fait que pour l'instant, je tripe vraiment à faire ça. Là. Puis là, je vais couvrir les Jeux olympiques. Oui, on va y venir. Les Jeux olympiques, ça. Juste avant de rentrer dans les Jeux olympiques, qui va être qui est un beau dossier, c'est... t'as dit que tu parlais de télé, puis une des affaires qu'on pouvait voir de toi sur le web, c'est qu'il t'avait envoyé couvrir le repêchage d'expansion. Oui, tout à fait. Il restait assez d'argent pour t'envoyer. C'est le début de l'année, il y en avait, c'était correct. C'est ça. T'es allé voir ça. C'est rare quand même qu'on assiste. La dernière fois, c'était début des années 2000. Ouais, écoute, je m'en souvenais à peine. C'est j'avais ça. 15 ans. C'était les Blue Jackets. Ouais, Minnesota. T'avais eu Nashville 98, les Trashers 99. Ouais. Puis après ça, Minnesota, Columbus, 2000. Ouais, exact. C'est ça. C'était vraiment ça. Puis donc ça faisait un certain temps. Puis là, c'était pas deux équipes en même temps, c'était juste une. Ouais. Et avec un format intéressant. C'était vraiment le fun. C'est pour ça que je voulais venir. Les dés étaient pas pipés, mais les règles étaient vraiment différentes, parce que moi j'avais beaucoup lu sur les des gars qui avaient participé au repêchage d'expansion les dernières fois, puis tu sais, c'était un peu, tu sais, quand une équipe commençait, elle en avait pour des années de misère, là, tu sais, vraiment. Il y en a qui s'en sont jamais sortis, là. Non, c'est ça, tu pigeais dans les charognes des autres équipes, tu sais, je veux dire, t'étais dans les vidanges, puis quelqu'un t'est passé avant toi. Fait que c'était vraiment là, difficile, puis écoute, les gars disaient, faut que tu perdes 8 games d'affilée, puis comme quand même pas vouloir, tu sais, que t'arrives quand même avec le sourire, parce que je veux dire, c'est normal. Mais là, c'était complètement différent cette année. Vraiment. Il y avait juste une équipe, fait que là, il y avait
un prince là, qui pigeait. Là, un peu il avait partout, pratiquement... Là, c'est lui qui avait le gros bout du bâton. George McPhee, le DG des Golden Knights, il s'est amusé. Là, c'était un bel été. Ouais. Dans les mois qui ont précédé, il tripait. Là, j'avais fait une entrevue avec lui. Oui, puis... parle-moi ça. Non, mais c'est ça. Écoute, j'ai parlé peut-être au mois d'avril, au mois de mai, je sais plus quand le Canadien était éliminé, puis il était dans un état d'effervescence. Il disait... On jase avec toutes les équipes, on essaye de concocter des deals à l'avance, mais tu voyais qu'il sentait, là, il était excité, puis il savait pas qu'il allait être en première place rendu à la fin du mois de janvier, là. Non. Ça, c'est sûr que non, mais il savait qu'il allait être en mesure de constituer une équipe qui allait probablement être à tout le moins compétitive et surtout pleine, tu sais, avec une banque de choix au repêchage hallucinant. Là, 3 choix de première ronde. Exactement. Puis pour les années futures aussi, là, en 2018, il y en a... il y en a beaucoup, là. Il y en a quasiment le double. Il me semble que, tu sais, normalement, t'en as 7. Il y a 7 tours, là. Je pense qu'il y en a 13 ou quelque chose comme ça. Tu sais, c'est vraiment, déjà, là, ils vont continuer à repiger, à repêcher. Puis McPhee parlait à tous les directeurs généraux de la Ligue. Il dit, écoute, j'arrive au bureau à 5 heures du matin, je pars à 10 heures le soir, puis je dors à peine. Puis, tu sais, puis, mais il tripait, puis il faisait des références à ce que David Poile avait vécu avec les Preds en 98. Puis que Poile lui avait dit, tu sais, ça va être l'année la plus folle de ta vie, mais enjoy parce que ça va probablement être la plus tripante aussi. Puis je pense que là, écoute, ça dépasse ses attentes. Là. On oublie les erreurs qu'il aurait pu faire à Washington. Là, il a l'air d'un génie là, à Vegas. Tu penses à Philippe Forsberg. Je ne vais pas le nommer. On salue Martin Erat. Qui va être aux Jeux Olympiques. Qui va être aux Jeux Olympiques. En plus, je pensais quand j'ai dit. Qui est maintenant en République tchèque. Là. Ouais. Mais non, c'est ça. Il est rendu à un point où il croit. Je pense qu'il aurait cru être vendeur à la date limite des échanges. C'est dire, OK, bon, je vais chercher des choix. Plus de choix encore, mais ce sera pas le cas. Je pense que non. Mais t'imagines, il pourrait être acheteur. Il en est à ce point-là, tu sais. C'est ce qu'il n'est pas peu dire. Je pense pas qu'il va le faire, là, mais il serait dans la position pour l'être. Mais en même temps, tu te dis, est-ce qu'on va surfer sur cette vague-là pour les prochaines années? Tu sais, on le voit, ça se joue tellement pas à grand-chose, là, à être performant ou non dans cette ligue-là, que, tu sais, s'il est sage, d'après moi, il va se dire, non, regarde, on va pas acheter, là. On va aller en ligne avec cette équipe-là. S'il va aller chercher du futur, là, c'est quelque chose qui serait là pour plus qu'un an ou deux, là. Il pourrait le faire, mais pas pour des gars de location. Avec tous ces choix qui s'en viennent, puis ceux qu'il y a eu déjà, tu sais, ils ont les moyens pour se constituer une belle équipe. Puis c'était le fun parce que pour les amateurs, c'était trippant, tu sais, les listes de protection qui sortent 3 jours avant. Tu vois qui les directeurs généraux ont décidé de protéger. Est-ce qu'ils sont allés pour la formule 8 patineurs overall ou 7-3-1? Tu sais, c'était comme les Preds avec leur quatuor en défense. Tu savais bien que il y avait des bonnes chances qu'il y ait des bons joueurs d'avant qui soient exposés. Puis ça a été le cas de James Neal, tu sais, puis c'était un scoreur de 30 buts, là, James Neal. Là. T'avais pas ça, comme tu dis, au début des années 2000, quand tu pigeais. Là. Tu pigeais les gars de 4e ligne. Là, non, c'est ça, puis qui border, là, tu sais, fait que ça a été vraiment, vraiment intéressant. Le show en tant que tel était super plate, là, fidèle à ce que la Ligue nationale est capable de faire, là. Mais sinon, oui, ça a été vraiment, vraiment excitant. Puis tout de suite après, t'avais le repêchage à Chicago. Fait qu'on a fait le back-à-back Vegas-Chicago. On est allé faire le draft, là. Ouais, ça, c'est vraiment excitant pour un amateur, le repêchage. Ouais. 2017, le Canadien s'est rabattu sur... t'as un peu là, mais sur Ryan Poehling. Oui, c'est vrai. Puis en deuxième ronde, t'as Joni Ikonen, le Finlandais. Oui. Puis c'est qui est sorti en deuxième ronde aussi? Je me rappelle plus par cœur, mais t'as beaucoup de défenseurs. Ouais. Scott Walford. Mais Ryan Poehling, ça va très bien. Josh Brook aussi. Ouais, Ryan Poehling, ça va super bien. Poehling, ça va très, très bien aux États-Unis. Il a été aussi au Mondial Junior. Où il a bien fait. Où il a relativement bien fait. Plus un rôle shutdown, si on peut. Mais tu sais, il a 18 ans, là, donc il est encore admissible à participer à ce tournoi-là, qui est surtout un tournoi de gars de 19 ans là, l'année prochaine. Mais oui, dans la NCAA, ça va assez bien pour lui. Ikonen, ça a été difficile. Il a impressionné au camp de développement au mois de juillet dernier, mais son début de saison professionnelle, là, lui il joue avec des hommes là, en Finlande. Pas mal plus que son âge. Ouais, exact. Puis il est pas très gros non plus. Ouais. Son début de saison a été très très difficile, mais ça s'est replacé un brin. Avec les gars de son âge, il est vraiment. Bon, oui, si tu compares aux gars de son âge, c'est sûr que c'est ça. Il est dans les bons. Là.
Mais Trevor Timmons nous l'a vendu un peu comme une espèce d'Arthurie Lekonen. Ouais, c'est ça. Qui en ce moment a des moments difficiles, mais qui est quand même un beau de potentiel pour puis qui a l'air d'un joueur de la Ligue nationale. Là, je pense qu'il faut pas oublier qu'il a 21 ans. Ça. Ouais, 22, je pense, c'est un 2013. Très jeune. Lekonen. Fait qu'il est 22, 23, donc il est très jeune. Puis, 18 buts à sa première saison, là. Ouais. Alors qu'on le mettait pas nécessairement, on le plaçait pas dans des situations pour qu'il remplisse le filet tout le temps, pas tant d'avantages numériques. C'est sûr que c'est plus difficile, mais là, il joue vraiment sur la ligne éteignoire, si on peut dire, avec Plekanec. Donc, oui, il traverse des moments difficiles, c'est clair. Mais en tout cas, Poehling serait-ce le grand joueur de centre qu'on attend depuis on doit dire Vincent D'Anfous. Ouais, c'est ça. C'est parce que aussi c'est un choix de fin de première ronde. Genre, si on repêchait dans le top 10, ça serait une autre question, mais là, c'est un petit peu les long shots, mais c'est... Roll the dice, comme dit Marc Bergevin. Vraiment. Mais oui, 6 pieds 2, costaud, très bon patineur. Plus offensif que prévu. Ouais, en tout cas, à date, là, cette saison, il y a une super belle... C'est parce que, tu sais, quand il était comparé, on cherchait le comparatif, quand les gens sortaient le nom Carl Chipchura, c'est pas quelque chose que les gens voulaient entendre. Non. Donc, quand tu repêches un gars au premier tour, puis tu dis, éventuellement, il va faire un bon centre de troisième trio, c'est sûr que... C'est pas facile. Quoi qu'il y a déjà, quand tu repêches fin de première ronde, s'il joue dans la Ligue nationale, c'est déjà bon. Oui. Contrairement à un top 5, là, s'il n'est pas un joueur dominant, là, c'est catastrophique. Mais, exact. Mais bon, bref. Je veux quand même aller sur les Olympiques parce que je pense que t'es le premier journaliste là, que je reçois avec qui on peut jaser d'Olympique ou qui est attitré à la couverture. Et donc, toi, c'est lesquels t'es allé à date? Moi, j'ai fait Vancouver, mais pas avec Radio Cannes, là, je te raconterai, ça c'était funky. J'ai fait Sochi, Rio, puis le Pyeongchang, donc ça va être mes 4e sur place. Aussi. C'est comment tu te ramassais à Vancouver? Vancouver, c'était... En moto. C'est ça, c'était un road trip qui a mal Che viré. Non, pas en tout. J'étais un jeune journaliste insouciant à l'époque, puis il y avait comme un concours, parce que c'était au Canada, forcément, puis l'APF, qui est l'Association de la presse francophone, et l'ARC, l'Alliance des radios communautaires du Canada, a comme lancé un concours à travers le pays pour recruter une vingtaine de jeunes journalistes avec du potentiel, qui iraient couvrir les Jeux de Vancouver. Pas évidemment comme média diffuseur, mais juste la coche en dessous, comme mettons RDS, eux autres sont partenaires, mais mettons comme TVA Sport, s'ils envoient quelqu'un au jeu, leur journaliste va avoir accès au centre de presse média pour les conférences de presse, ces trucs-là, mais tu peux pas aller directement sur les sites de compétition. Mais quand même avec une accréditation, malgré tout. Puis séparé donc entre Vancouver et Whistler, les 2 sites principaux de compétition, pour aller faire de la radio, moitié presse écrite. Puis moi, je travaillais à l'île du Prince-Édouard, où j'avais terminé il fallait que tu sois backé soit par un média écrit de l'APF ou par une radio communautaire de l'ARC. J'avais écrit pour La Voix acadienne. J'ai commencé comme ça en sortant de l'université. Eux me backaient au début. Finalement, il y a quelqu'un de radio qui est parti, vu que j'en avais déjà fait, puis que je me débrouillais. Ils ont dit, tu pourrais peut-être switcher. Puis là, je faisais de la radio à CIBL à ce moment-là, à Montréal, qui est une radio phare là, parmi les radios communautaires, mettons, qui en arrache énormément ces temps-ci, malheureusement. Mais énormément, il y a beaucoup de monde de Radio Cannes qui passe par CIBL ou de gens qui font de la radio en général. Bref, eux m'ont backé. Puis, fait qu'on allait là-bas, mais tu sais, on était 20 jeunes de 25 ans et moins, avec des accréditations aux Jeux olympiques de Vancouver, qui était, soit dit en passant, un méchant beau party, là. C'était vraiment, vraiment des jeux le fun, là, tu sais. Puis la ville buzzait, là, tu sais. C'était exceptionnel comme ambiance, là. Si je compare avec Sochi, mettons, là, c'est le jour et la nuit. Ouais. Alors, on a eu beaucoup de plaisir, puis on a travaillé comme des fous, là. Tu sais, on produisait des topos, mais mettons, la scène culturelle de Vancouver. On allait rencontrer les athlètes 2 jours après leur compétition, mettons, qui avaient fait une médaille ou pas. On pouvait aller les voir, leur famille. Mais c'était très, très formateur parce que t'as pas accès à tout. Puis il faut que tu trouves des façons de couvrir les jeux pareils, d'en parler un peu par la bande, dans la marge. Donc avec les athlètes des fois moins. On animait des shows de radio qui étaient écoutés par personne, mais qui nous permettaient de nous pratiquer. Ouais. On a vraiment eu beaucoup de plaisir. Donc c'est comme ça que j'ai couvert les Jeux de Vancouver. Comment est-ce que t'as vu la fameuse partie dans un bar? Ouais, c'est ça. Comme un amateur. De mémoire, la game était à midi, heure de Vancouver. Midi, OK. Parce que c'était 3 heures dans l'Est, là, 15 heures. Okay. Puis c'est un dimanche toujours, c'est le dernier jour des Jeux, donc c'est un dimanche. Fait que il me semble que c'était ça, 15 heures de l'Est, midi.
Nous, on avait fini, là. Notre mandat était terminé à ce moment-là. Okay. C'est la dernière journée des Jeux. Donc, on s'est pointé dans un bar proche du Robson Square, en plein centre-ville de Vancouver, probablement autour de 9h le matin pour avoir une place là, assise. Une bière à 9h le matin? Ben, peut-être 9h30. Là, OK. Fait qu'on a regardé ça dans le bar. Commencé à te réchauffer tôt? Ouais, ben, écoute, c'était la belle époque. Et puis, voilà, donc on a regardé ça dans le bar, puis après ça, c'était la folie furieuse. Là. Après le Golden Goal de Sidney Crosby dans le centre-ville de Vancouver, tu t'en rappelles peut-être, là? Je m'en rappelle très bien. Les images de la ville, là, ça a viré fou, là. Le monde grimpait dans les lampadaires. Ben ouais. Est-ce que c'était comme quand les Canucks ont été éliminés en finale de la Coupe? Ça a été plus festif. Plus positif. Ouais, plus positif. Il y a eu moins de saccage. Ouais. Là. En fait, je pense que ça s'est relativement bien fait. De mémoire, il n'y a pas eu trop de saccage ni rien. Les affaires pétaient un peu parce que c'était une vague de monde hallucinante, là. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec les émeutes de 2011, là. Non, c'est ça. Puis c'était, je veux dire, raconte-moi, là, quand t'es dans un bar à Vancouver, au Canada, et le Canada gagne en overtime, puis que Crosby marque le but gagnant. Ouais, c'est assourdissant. Là, c'est un moment, je me rappelle, mon collègue qui était à côté de moi, qui était peut-être un peu commencé à être éméché, monté sur la table, puis il a planté par en avant. Il s'est pété la fiole assez solide. C'était juste, comme tu peux imaginer, là, c'était l'éruption, là, tu sais, mais Patrick Kane ou qui a créé l'égalité? C'est Parisé qui a créé l'égalité, donc à quelques secondes de la fin, tu sais, il y a eu un méchant, la balloune s'est dégonflée, là. Puis tu sais, là, tu te dis, le fameux momentum est pas de notre bord, entre guillemets, là, tu sais, pas du bord du Canada quand tu t'en vas en prolongation. Tout le monde, si on voit, tu pouvais presque toucher à la victoire. Fait que je me rappelle qu'à ce moment-là, ça a acheté un méga fret. Puis pas longtemps après, c'était juste l'euphorie totale. Ça criait. Puis c'était le party, il y a de la bière partout. Vous avez réalisé qu'il était juste pas 4 heures encore de l'après-midi. Cette journée-là a été très, très longue parce que nous autres, après, on avait notre party de départ. Écoute, ça a été... il s'est bu beaucoup d'alcool. Puis faut rester debout, faut pas que t'arrêtes. Je sais pas si on a nappé, ça a sûrement été une bonne idée, mais tu sais, t'as 24 ans... il n'y a pas grand-chose à ton épreuve là, à ce moment-là. À l'époque, Tinder n'existait pas encore. Non. Puis même Twitter, à peine. Les premiers jeux Twitter, ça a plus été 2012. Puis honnêtement, pendant ces jeux-là, parce que nous, on habitait à l'autre bout de la planète, parce qu'avoir un hôtel proche, c'était les yeux de la tête. Puis on s'entend que c'était des radios communautaires qui payaient. Fait qu'on habitait à New Westminster, qui était genre à 1 heure de transport en commun. Là. Fait que c'était quand même une bonne ride à chaque fois. Puis on travaillait tout le temps, puis on fêtait beaucoup, puis on dormait 3h30 par nuit, puis tu le toffes parce que t'es sur l'adrénaline extrême, puis t'es jeune. Puis ça a fini le 28 février, il me semble. Puis le 1er mars, j'avais un chum qui venait me rejoindre, on est allé skier dans les Rocheuses. Puis le 1er mars, je suis tombé tellement malade. Ouais, c'est ça. Du jour au lendemain, j'ai crashé ben raide. La fatigue a gagné. Comment ça marche? Tu sais, ben là, on a parlé de Vancouver, mais tu sais, là, on inclut là-dedans tous les Olympiques que t'as été, le Sochi. T'es-tu allé aussi à Rio? Sochi et Rio, ouais. Rio, là, t'es retourné après ça comme recherchiste. OK, donc... à Sochi et Rio, j'étais recherchiste. Là, je vais être en cam, là, à Pyeongchang, mais c'est un rôle très différent. Quand t'es diffuseur officiel, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais pu connaître à Vancouver. C'est ça, là, t'es là pour vrai. Là. T'es là pour vrai, puis c'est un peu le même principe, là. C'est d'une rare intensité, une période olympique, mais tu travailles vraiment, vraiment, vraiment comme un fou, puis tu vas vraiment dans le détail, tu sais. Ça prend, surtout en tant que recherchiste, là, ça prend des stats, ça prend des documents, des dossiers de montée. C'est beaucoup, il y avait une portion très cléricale, là, à ça, là, où faut que tu produises des affaires pour les hosts, les Marie-Josée Turcotte, les Guy Daoud de ce monde, qui évidemment font le travail aussi là-dessus, mais qui sont pas dégagés à l'avance tant que ça nécessairement, là. Ils ont leurs obligations quotidiennes de job, tandis que moi, vu que j'étais recherchiste, je planchais là-dessus depuis super longtemps. Mais il y avait des bons côtés aussi parce qu'on produit une myriade de reportages puis de features en avance qu'on diffuse pendant les Jeux. Fait que souvent, l'été d'avant ou l'hiver d'avant, on allait tourner. Fait que là, tu vas sur les sites, tu te promènes, tu voyages un peu. C'est là que l'argent est le plus à Radio-Can, évidemment, vu que c'est la propriété olympique. C'est la seule qu'on a, puis elle est majeure. Donc, ça nous permettait d'aller en tournage à différents endroits, faire les entrevues avec les athlètes, trouver les angles de topo, participer au concept, là, si tu veux, avec les réalisateurs, discuter avec eux. Fait que ça, c'était vraiment cher. C'est quoi la grosse différence comme journaliste entre les Jeux d'été et les Jeux d'hiver?
C'est une bonne question. Le monde, l'ampleur, je te dirais, mais... L'été, c'est beaucoup plus gros. Là. Ouais, mais il y en a pas tant que ça de différence. Parce que pour nous, au Québec, au Canada en général, les Jeux d'hiver, c'est immense. Parce qu'on performe vraiment bien. Mais dans le monde, c'est les Jeux d'été. Ouais, tu sais, c'est 3 à 4 fois moins important, là. Ah ouais. Mais c'est ironique parce qu'en fait, les Jeux de Sochi, Sushi, comme disait Marcel Aubu. Ouais, c'est ça. Sont en fait des Jeux d'hiver, puis c'était les plus chers de l'histoire, apparemment. 50 milliards, un peu plus de 50 milliards. Puis c'est de loin plus cher que les Jeux d'été, là. Oh oui. Qui sont à peu près 3 à 4 fois plus petits en termes d'infrastructure, puis de monde, puis de... Ah ouais, hein? Ben là, écoute, on peut... Je veux que tu me parles de la Russie. Ouais, c'est ça. Hein, non, mais tu me dis que justement à Vancouver, ça n'a rien à voir avec Sochi. Sochi, c'était bizarre, c'était spécial. Premièrement, c'est juste pour mettre le monde en contexte un peu, c'est une station balnéaire du sud de la Russie, donc c'est pas loin de la mer Noire. Puis de la Géorgie puis tout ça, là, il me semble à 8 km de la frontière où tu pouvais y aller en joguant, là, tu sais. Fait que t'es vraiment au sud, fait qu'on n'a pas cette image-là de la Russie, mais il y a des palmiers, là. Puis c'est vraiment l'endroit où les gens qui ont de l'argent en Russie vont s'acheter des villas estivales. C'est l'inverse de la Sibérie, en fait. Exact. Mais même en plein hiver, au mois de février, en fait, c'était à Adler, là, qu'on était juste à côté de Sochi, peu importe, mais il faisait 8, 10, 12 facilement, là. Comme à Vancouver, il avait fait très chaud aussi. Mais donc, déjà là, t'avais pas le même contexte du tout. Tu sais, il y avait aucune infrastructure de construite, il y avait absolument rien qui prédisposait cet endroit-là à recevoir des Jeux olympiques, là, puisque ça demande, là, comme logistique, tu sais. Alors, il a fallu construire des routes à travers les montagnes, des lignes de chemin de fer, tous les arénas. OK, ça demandait... Il y avait rien, là. Ça demandait des... Ouais, c'est ça. Ils ont exproprié des gens, énormément. On sait pas comment ça s'est fait. Ouais, c'est ça. Ah, là, il y a eu des... ça se fait pas comme ici, nécessairement, là. Pas dire n'importe quoi non plus, mais il y avait plusieurs reportages européens, que ce soit de France 2 ou autres, des gens qui y allaient, des travailleurs immigrants illégaux sans papier, qui débarquaient puis ils se faisaient confisquer leur passeport au début, ils se faisaient pas payer, puis il y avait un topo de France 2 là-dessus à un moment donné d'ailleurs. Bon, ça s'est pas fait dans les conditions les plus clean, là, si on peut dire, il fallait que ça se construise, mais comme je te dis, il y avait rien, puis on peut s'imaginer que c'est les puissants qui s'en sont mis plein les poches, là. C'est des amis du régime un peu, là, qui ont dû recevoir les contrôles ici, les ça. Disons qu'il y avait beaucoup d'irrégularités, puis la montagne, ils voulaient en faire, le site à la montagne, ils voulaient en faire une espèce d'Alpes de l'Est, là, si on veut, là, de station de ski, où les gens viendraient, mais ça te prend un visa pour aller en Russie. Ouais, c'est ça, c'est pas exactement ça. Non, puis c'est compliqué de se rendre dans le sud de la Russie, puis qui a envie de... Alors que tu peux débarquer à Chamonix en 6 heures, tu sais. Ah, les Canadiens! Mais l'ambiance aussi en Russie, là, c'était zéro. C'était zéro. J'avais l'impression d'être dans une ville fantôme, là. Tu sais, comme un décor de Lucky Luke, de un Far West abandonné, là. Ouais, exactement. Oh, non, c'était weird. Il y avait ils ont construit une espèce de ronde, un parc d'attractions qui a, de ce que j'ai vu, jamais fonctionné pendant les jeux. C'est en fait un mirage. Une immense, c'est peut-être ça, je me suis pas approché assez près. C'est une immense grande roue, il y avait pas un chat, tu sais, c'était tellement bizarre, t'avais l'impression que tout avait été érigé, qu'il avait dépensé des milliards de dollars, mais que personne n'y était. Sur le site olympique, tout était regroupé, ce qui est pas une mauvaise idée, là, tu sais, tous les arénas, que ce soit pour le courte piste, le longue piste, le curling, le hockey féminin, le hockey masculin, le patinage artistique, c'était pas mal tout regroupé, puis après ça, t'avais les épreuves à la montagne, mais il y avait très peu de gens sur les sites, comparativement à Vancouver, mettons, là. Fallait que tu passes aussi une ribambelle de lignes de sécurité avant de te rendre. Fait que ça devenait une espèce d'enceinte. Fait que quand t'étais là, au moins, tu le sentais moins. T'sais, une fois que t'étais rendu dans l'enceinte, tu sentais moins que t'étais entouré de gardiens un peu louches, là. Ouais. Mais c'était là pareil, tu sais, puis peut-être que ça faisait en sorte que ça décourageait les gens, puis Sochi en soi là, c'est pas une mégalopole de millions d'habitants là, tu sais. Fait qu'il fallait qu'il y ait énormément de voyageurs étrangers, puis visiblement c'est pas ce qui s'est passé non plus. Donc c'était vraiment c'est une ambiance glauque un peu, là. Ben, ouais, visiblement, oui. Ouais. Est-ce que, parce qu'il y avait eu tous les scandales, ça a été affiché mondialement par rapport à la le dopage, je pense. Ben, je vais y venir, même avant ça, juste en termes culturels, leur
je sais pas quel mot utiliser, mais leur réticence, c'est trop faible, mais leur position face à l'homosexualité qui avait été évidemment un peu choquante pour le reste de la planète. Tout à fait. Comment tu sentais ça là-bas? C'était quoi? Zéro. On a zéro senti ça. Tu sais, parce qu'il va y avoir des... Tu reçois la planète, là, tu sais. Quel message t'envoies quand tu dis que quand le monde savent que les homosexuels sont pas bienvenus, là, que tu reçois tous ces athlètes, ces journalistes, ces gens-là. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient homosexuels se sentaient pas en sécurité, se sentaient pas à l'aise? C'est sûr, mais je peux pas te raconter d'histoire où quelqu'un m'aurait confié ça. C'est pas arrivé. Tu sais, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées à ce moment-là pour dire évidemment que c'était scandaleux. Puis on a parlé de boycott. Finalement, ça a pas eu lieu. Mais tu sais, moi j'ai discuté avec quelques Russes de cette problématique-là, mais c'est pas le genre d'affaire que quand tu vas, mettons, en Russie, t'essayes d'éviter tout ce qui est politique et potentiellement polémique et conflictuel, mais il nous est arrivé d'en jaser un peu là autour d'une vodka avec certains Russes, puis évidemment je peux pas prendre leurs paroles comme représentant celle de la population en général, mais tu sais ce que deux Russes en particulier avec qui on jasait là, dont je me souviens disaient que c'est quelque chose qui existe pas là dans leur pays, ça existe pas, c'est une vue de l'esprit, il y en a pas, tu sais, puis ça reflétait un petit peu le discours que t'entendais carrément des officiels du gouvernement parfois. Tu sais, Yelena Isinbayeva, je sais pas si tu sais c'est qui, c'est une perchiste russe, une athlète de mémoire 2 fois médaillée d'or. En tout cas, c'est vraiment une icône du sport russe, là, tu sais. Belle fille en plus, puis tout. Puis elle avait était espèce de porte-parole pour dire, pour lutter contre l'homosexualité, là. Lutter contre. Oh, et pas pour, là, tu sais, pas pour la liberté d'expression, puis le droit à la diversité, là, puis non, aucunement, tu sais. Fait qu'il était même allé chercher des gens du milieu sportif pour essayer de valider leur opinion. Mais une fois sur place, une fois que les jeux commencent, c'est un peu comme dans n'importe quoi, tu sais, t'en entends tellement à propos de tous les pays. Avant que les jeux commencent, il va se passer ci, il va se passer ça, menace terroriste, le Zika, le tatati, le tatata, puis finalement les jeux commencent, puis il se passe jamais rien, là. C'est quoi, quand dans le flow de tout ça, c'est quoi tes petits plaisirs de journaliste des Jeux olympiques, là, il doit y avoir des perks ou des trucs que tu fais comme ça, c'est le fun que je puisse vivre ça. Ouais, ben moi j'aimerais ça t'en reparler après ceux de Pyeongchang, parce que là je vais être sur le terrain, puis je couvre le hockey masculin justement, puis ouais, c'est drôle quand l'année où les professionnels sont ouais, c'est un peu dommage, mais qu'est-ce que ça va être le fun pareil, il va y avoir des belles histoires, tu sais, mais je vais être là, puis je vais être on cam, puis je vais être sur les sites souvent. Quand j'étais recherchiste, c'était un peu plate là, tu sais, j'étais au IBC, ce qu'ils appelle l'International Broadcast Center, donc tous les réseaux du monde sont là, puis c'est là qu'ils ont leur studio. Puis fait que je faisais beaucoup de travail là. Mes petits perks c'était d'essayer de me faufiler dans les compétitions là, surtout des fois t'as pas toujours le droit, mais quand t'es off time en Russie, qu'est-ce que tu faisais, t'sais? Ben c'est ça, j'allais dans le parc olympique qui était juste à côté et j'ai pu assister aux 2 finales masculine et féminine de hockey là. Oui. J'étais là pour la victoire contre la Suède et des gars et pour la victoire dramatique contre les Américaines des filles. Ah oui, on salue Marie-Philippe Poul. Avec ses 2 buts. Ouais, vraiment, mais il s'était passé quelque chose avec le Canada. La finale, juste avant, là, Niklas Backstrom avait été retiré de l'alignement pour des raisons de... Le mot, je ne veux pas dire le mot dopage, là, parce que c'est ben trop dramatique, mais il y avait une substance détectée qui, dans le fond, qui est pas vraiment du dopage, mais qui est comme illicite selon le les règles olympique. Puis là, en tout cas, il était retiré de l'alignement, mais tu sais, genre... puis là, finalement, c'est quand même un joueur d'impact aussi, Niklas Backstrom. Quand même, oui. Puis là, finalement, le Canada a gagné. Puis là, finalement, ils ont quand même fini par lui donner sa médaille d'argent. Mais ça c'est comme passer un peu dans le banc, parce qu'on a gagné, puis nous, on est contents. Mais Guillaume Lefrançois couvrait le hockey pour nous. Il s'en rappelle sûrement mieux que moi, parce que moi, je faisais tous les sports, là. Peut-être moins impliqué un peu dans le hockey, mais oui, les règles de la Ligue nationale, les produits dopants puis les produits interdits sont pas les mêmes que ce que tu retrouves de l'IHF. Ouais. Il y a des choses dans le Red Bull qui sont illégales. De la taurine qui est dans le Red Bull est illégale aux Olympiques. Tu sais, faut vraiment que tu saches tout. Faire attention. C'est sûr qu'il y a des erreurs on est très cynique par rapport à ça, mais c'est clair que des erreurs de bonne foi je pense que doivent ça en était une. Tu sais, comme... je pense que Niklas Backstrom voulait être de la finale. Je pense pas qu'il... Alors, c'est sûr, puis je pense pas qu'il... Visiblement, c'était un petit produit qui était permis dans la Ligue nationale. C'est peut-être juste parce qu'il avait mal checké ses affaires. Ça se peut aussi, là. Puis si on sort du hockey, mettons Maria Sharapova,
on peut lui lancer la pierre, mais en même temps, le produit qu'elle a pris, le meldonium, c'était banni par la WTA, l'ITF, depuis le 1er janvier. Puis elle s'est fait pincer aux internationaux d'Australie il y a 2 ans, donc 3 semaines après, puis elle prenait ça depuis toujours ou presque. Ouais. Fait que oui, c'est inexcusable parce que c'est Sharapova, puis elle a un staff immense autour d'elle. Ça aurait jamais dû lui glisser entre les doigts. Mais on peut se permettre de réfléchir là-dessus. Ouais, je comprends. Et donc, pour revenir aux prochains Olympiques, en Corée du Sud. Idéalement, oui. Si possible. Pas trop loin de la Corée du Nord. Évidemment, il faut pour la première fois que tu vas être on cam aux Olympiques, les athlètes, en fait, on se parle pas des athlètes, les joueurs de hockey professionnels n'y seront pas. Pas professionnels. Les joueurs de la Ligue nationale, ils sont. Il y a des joueurs professionnels, mais les joueurs de la Ligue nationale. Ce sont tous des joueurs professionnels. Oui, exactement. Presque, les juniors. Mais... Ce qu'on pourrait oser appeler les meilleurs joueurs au monde n'y seront pas. Mm-hmm. La fameuse équipe qui aurait pu compter à la fois Crosby et McDavid. Dont certains parlent de cette équipe fantôme comme potentiellement la meilleure qui aurait jamais été assemblée dans l'histoire. Parce que dans 4 ans... Mais avec Stamkos, avec Tavares, Stamkos qui était blessé au dernier, puis Tavares qui s'est blessé au dernier. Pendant, au début. Mais justement, ce qui nous amène au point suivant, parce que justement, c'est exactement ce qui fait capoter les propriétaires de joueurs. Oui. Propriétaires d'équipe, mais c'est eux qui payent les joueurs, donc d'une certaine manière, c'est ça qui fait qu'ils veulent plus laisser les joueurs aller aux Olympiques. C'est des questions d'assurance. Je veux que tu nous expliques pour le commun des mortels pourquoi les joueurs de la Ligue nationale sont pas aux Olympiques. Moi, j'ai l'impression que les questions d'assurance puis de transport, c'est de la poudre aux yeux plus que d'autres choses. Ouais. Là. Mettons qu'on prend ça de la base, OK? La Ligue nationale de hockey demande toujours à l'IIHF, la Fédération internationale de hockey sur glace, et le Comité international olympique, le CIO, de défrayer les coûts de transport, logistique, hébergement pour les familles et les assurances aussi. Ce qu'ils avaient fait pour les Olympiques de Sochi. Oui, puis de Vancouver, puis probablement depuis Nagano en 98, quand les professionnels ont commencé à débarquer. Mais... on disait qu'on s'entendait pas entre Bettman, Thomas Bach, qui est le président du CIO, René Fassel, qui est celui de la Fédération internationale, sur les montants à défrayer, puis tout ça. Puis plus les négociations avançaient, plus on s'est aperçu que dans le fond, Bettman avait autre chose en tête. C'est-à-dire? Lui, il voulait utiliser, puis il l'a dit le plus vers la fin, il voulait pouvoir utiliser carrément, pour simplifier, le logo olympique. Les anneaux, ok, c'est ce que vendent. C'est ce que vend le CIO, là, c'est sa marque, tout son argent est fait là-dessus, là, tu sais, qui sont utilisés nulle part dans le monde, là, à part en circonstances bien précises, quand t'es diffuseur, pendant une période précise. Nous, à Radio-Can, t'as pas le droit de voir les anneaux entre tel mois puis tel mois, là. Quand ça fait 6 mois que les jeux sont finis, on n'a plus le droit de les utiliser. C'est pas hasardeux, là. Non, ils niaisent pas avec leurs anneaux, là. C'est vraiment... Puis, évidemment, bon, avec lnh.com, puis cette plateforme-là qui a besoin d'être nourrie, qui fournit énormément de vidéos, qui est de plus en plus consulté, tout ça. Bettman, la Ligue nationale, voulait utiliser les highlights, voulait avoir, dans le fond, sa part du gâteau, tu sais, voulait que tout ce qui était branding olympique puisse être récupéré par la Ligue nationale. Puis ça, ça vaut une fortune là, à ce moment-là, parce que tu peux faire du millage là-dessus, tu peux aller chercher de la pub, et il voulait à quelque part toucher sa part du gâteau, voulait une forme de ristourne contourner, si on veut, du méga gâteau olympique. Et le CIO, là, on peut en penser ce qu'on veut, ne paie pas personne, là. Tu sais, il paie pas les athlètes, là. Tous les athlètes qui vont aux Jeux olympiques sont pas payés pour aller aux Jeux olympiques. On dit que c'est amateur, donc cette espèce de légitimation archaïque, l'époque révolue. C'est ça. Il y a personne qui touche un salaire, mais l'argent, puis c'est pas juste pour préciser, mais l'argent que les athlètes touchent souvent, avec des médailles, est en fait payé par leur propre pays. Exact. Alors, par exemple, aux États-Unis, ça vaut tant de médailles, mais ça, c'est pas le comité olympique, c'est ton pays. C'est le pays, c'est le comité olympique national. Exactement. Comme le Canadien, mettons, au dernier jeu, c'était 10-15-20, la mémoire. 20 000 pour une médaille d'or, 15-10. Ce qui est vraiment rien là pour ça. Il n'y a pas grand-chose. Pour ceux qui savent qu'est-ce qu'implique une préparation olympique. On parle des athlètes de niveau international qui voyagent dans le monde continuellement, qu'il faut tout... Bref. Donc, alors, le CIO redonne pas de l'argent aux athlètes, ne paie pas. C'est sa marque, garde tout sous cette justification amateur-là. Ouais.
eux sont professionnels, alors en gros, Bettman voulait avoir sa part du gâteau. Si on résume, là, bottom line, il voulait avoir sa part du gâteau. Le CEO était pas d'accord parce qu'il se disait probablement si on ouvre une porte à ce niveau-là, ben peut-être qu'il va falloir ouvrir les valves, puis ça arrêtera plus. T'sais. Et ça c'est un, puis deux. Tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est en Corée du Sud, là. Fait que ça l'intéresse moins. Pour le marché, en tout cas, là, les prochains jeux sont en Chine. Les prochains jeux d'hiver sont à Pékin, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est parce qu'il veut s'attaquer au marché de l'Asie, là. Il a commencé, là. En tout cas, la Corée, je veux dire, aux dernières nouvelles, c'est en Asie. Je sais pas si c'est parce que c'était quand même trop éloigné de la démographie chinoise. Je pense qu'il veut surtout s'attaquer au marché chinois parce que c'est là, tu sais, c'est immense, là. C'est là que ça se passe. La Corée n'est pas un immense pays. Ils ont pas, tu sais, ce serait beaucoup d'investissements, mettons, c'est mon impression bien personnelle, mais ce serait beaucoup d'investissements à essayer de développer ce sport-là, là-bas, pour pas grand-chose, tu sais, pour pas un immense retour sur l'investissement, là, c'est parce qu'ils sont peu nombreux, puis alors lui a commencé, la LNH a commencé à s'attaquer au marché chinois. Il y a eu des matchs diffusés entre les Kings puis Vancouver. On s'entend des matchs hors concours, mais quand même. Là, il y a des ligues de hockey professionnel. Il y a des ligues, la KHL, ça c'est pas la Ligue nationale, mais quand même il y a une équipe à Pékin. Alors tranquillement, on essaye, tu sais, puis on aimerait peut-être un jour qu'il y ait l'espèce de Yao Ming de la LNH, là, le gars de la NBA. Honnêtement, je suis même pas inquiet. Ça va sûrement arriver avec le bassin de population qu'ils ont, presque 1,35 environ milliards de personnes. Puis ils vont... moi, je vois une finale Canada-Chine aux Olympiques. Peut-être qu'on la verra pas, mais ça va peut-être arriver. C'est ça. On sait jamais. D'ici 30, 40 ans, tu sais pas. Effectivement. C'est très possible. Pour en venir à ces jeux-là, ça c'était aussi une espèce de leverage, un levier qu'avait le CIO puis la fédération en disant pas de Pyeongchang, pas de Pékin. Est-ce que tu crois à ça? Mais non, oublie ça. Mais c'est ça qui ont. Ils vont vouloir les joueurs professionnels. Ben oui, si non mais le CEO disait à Bettman, si tu viens pas en Corée, on voudra pas que tu viennes à Pékin. Mais penses-tu vraiment que si la Ligue nationale dit non, nous autres on veut venir à Pékin puis on va laisser nos joueurs aller puis tout est beau puis c'est réglé, les meilleurs vont être là. Est-ce que le CEO puis le mouvement olympique va vraiment se priver de ça? On le sait que non, en fait, parce que Facel, le gars de l'IHF, là, le président, a déjà ouvert la porte à ça, là, récemment. Là. Pékin, puis il s'en va en plus Facel, bientôt. Ouais, exact. Fait, il va accepter ça. Je savais pas pour Facel, mais ça se peut. Je pense que oui. Je pense, il me semble qu'il quitte bientôt, non? Ça se peut. Je peux pas le confirmer, mais bref... Qu'il soit là ou pas, lui a ouvert la porte, puis le CIO, d'après moi, lèvera jamais le nez là-dessus, mais s'il avait essayé d'y aller de cette négociation-là, donc c'est loin pour les diffuseurs, c'est 14 heures de décalage, c'est NBC qui pèse le plus lourd dans la balance là-dedans, ceux qui ont les droits aux États-Unis, là. Puis c'est eux autres qui mettent le plus d'argent, puis qui donc qui ont la plus grosse voix au chapitre, puis bon, sûrement que ça les intéressait, mais ils ont pas réussi à faire pencher la balance, tu sais, au niveau des codes d'écoute. Les matchs du Canada vont peut-être être à 14h, comme 7h le matin. Puis ça, c'est le mieux qu'ils ont pu trouver parce qu'à 7h le matin, ils se disent les gens peuvent encore les regarder, ils sont pas partis. Mais tu sais. Mais c'est quand même une main de fer de la part de Bettman de faire. Tu sais, je veux dire, à quel point il voulait pas. Lui, dans le fond, puis je me fais l'avocat du diable, mais à quel point un rayonnement international, il s'en fout, ou je veux dire... Puis en plus aussi d'aller chercher la grogne, bon, il doit s'en foutre de la grogne des joueurs, parce que lui, son métier, c'est de représenter les autres. De faire de l'argent au propriétaire. Il n'en est pas son premier lockout, je veux dire. Il a tenu tête plus qu'une fois. Mais je sais pas, il y a quelque chose de... OK, lui, il a été un petit peu greedy là, au niveau de... Tu sais, je veux dire... Dans le fond, le comité olympique offrait les mêmes conditions qu'avant. C'est lui qui demandait plus. Ouais, ben ça se jouait sur des détails, là, mais tu sais, même exact, c'est lui qui demandait plus. Au niveau des conditions d'avant... Est-ce que c'est légitime? Parce que je veux dire, aucun des sports professionnels demande ça. Ça, c'est une bonne question, tu sais. Peut-être, on pourrait se dire, peut-être que Bettman n'a pas complètement tort, tu sais. Peut-être que le CEO pourrait se mettre justement à ouvrir les coffres, tu sais, puis à redonner un peu à ces gens-là, puis à ces fédérations-là qui ont fait du mouvement olympique un des mouvements les plus puissants au monde, là. Tu sais, donc
cette question-là est légitime. Je pense que les deux positions se défendent. Clairement, le CIO était pas prêt à faire ça là. Est-ce que ça va arriver un jour? Moi, j'imagine que oui. Là, il va y avoir une forme de ristourne parce que ce modèle-là apparaît comme pas voué à l'échec, mais appelé à être modifié. C'est plus comme dans les années 1930. Ouais, là. La Grèce antique. Là. Non, ou même, mettons, au 20e siècle. Ah ouais. Mais au début, t'avais pas le droit. Si t'étais rémunéré d'une quelconque façon pour le sport que tu pratiquais, t'avais pas le droit d'aller au jeu. Ouais. Même si tu gagnais 5 000 par année, pour sauter à la perche. Là. Qui va à l'inverse de ce qu'on veut. Maintenant, oui, mais c'était l'espèce d'idéal, là, justement rattaché à la Grèce antique, du sportif là, parfait, amateur. Bref. Est-ce que tu penses que les joueurs de la nationale vont être aux Jeux de Pékin? Oui, parce que la Ligue veut y aller. Donc, mais Sidney Crosby va avoir 36 ans. Ouais, c'est ça. 35. 34. C'est sûr? Ouais, 34 ans. C'est un 87, 22, mais c'est au mois de juillet, ça fait au mois d'août. 34 son ans. Numéro, là. Son numéro. C'est ça. Donc, 34 ans. Mais bref, ça sera pas comme maintenant avec un McDavid. McDavid devrait être correct. Non, McDavid, non, mais juste dans le sens que le timing que lui va être. Oui. 30 ans. C'est dommage de. 31 ans. 30, là, il y a 31, bon, c'est ça. Il y a 30, je crois. Il va avoir 31. C'est ça, il va avoir 31 à l'été. Mais, tu sais, il y a un timing qui est plate là, pour les amateurs. Puis là, c'est bon, ce qui fait que l'équipe, et j'ai rien contre les gars, au contraire, mais il est constitué de joueurs qui ne sont plus assez bons pour la Ligue nationale. Tout à fait. Qui se ramassent là. Donc, plusieurs des anciens des Canadiens. Max Lapierre, Christian Thomas, René Bourque, Ben Scrivens. On salue également Maxime Noreau qui est passé au podcast. Tout à fait. J'ai écouté son épisode. Ouais. Lui, j'ai hâte de le voir. Mais tu sais, très articulé, très intéressant. Ouais, il était super intéressant. Puis ça, c'est un cas assez intéressant. Maxime Noreau, de gars qui étaient peut-être juste à la mauvaise place au mauvais moment. C'est ça un peu qu'il expliquait, tu sais. Timing, le jeu national a beaucoup plus de facteurs. Ouais, exact. Puis encore dans ton podcast qui est visiblement très, très informatif. Je me rappelle, Pascal Leclerc, c'était-tu ton tout premier? Je pense que oui. En tout cas, c'était dans les premiers. Je pense que oui. Je pense que c'est le premier, Pascal, ouais. Puis il parlait du bon Gilbert Brûlé qui va être au jeu puis qui probablement a été l'exemple le plus parfait d'une mauvaise gestion d'un espoir de qualité et que c'est probablement pour ça qu'il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir dans la Ligue nationale de hockey. C'est ce que Leclerc disait. Ouais. Puis quand tu l'écoutes, puis bon, c'est ce qui s'est passé, sa fracture au sternum à son 2 ou 3e match dans la Ligue, monté ben trop jeune, il était frêle à ce moment-là, mais Columbus avait personne, puis ça faisait quelques années qu'il y a eu l'expansion, il essayait de promouvoir des gars à l'interne, puis bon, d'essayer d'attirer les gens avec des joueurs flashy, puis Brûlé était vraiment pas prêt, puis qu'après ça, ils l'ont brûlé sans mauvais jeu de mots. Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'il porte ce nom-là. Oui, c'est un peu drôle. Ouais. Mais bref, tu sais, lui, peut-être qu'il aurait pu jouer plus longtemps dans la Ligue nationale. Donc, tu vas avoir quand même des histoires intéressantes, puis des gars, un bon niveau de hockey, là, tu sais. Même si Max Lapierre, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu grinder autour du filet. Bref, j'ai jasé avec lui, justement, cette semaine, puis il me disait, tu sais, bon, moi, j'ai tout fait pour rester dans la Ligue nationale en jouant mon rôle de petite peste, celui qu'on m'a un peu attribué quand je suis arrivé, mais je suis pas certain que j'aurais pas pu faire autre chose. T'sais. Il y avait quand même certains niveaux de skills, un bon patin, il a marqué des gros buts dans la run 2010, là, jusqu'à la fameuse run Yaroslav Halak, là. Il avait compté, il me semble, dans le 7e match contre Washington, puis je sais qu'il a sorti un gros but contre les Pingouins aussi, tu sais. Je te dis pas que c'est un clutch player, là, mais... Non, mais il y avait un petit quelque chose. Ouais, il était dans l'équipe des Canucks qui était allé en finale en 2011, également. Tout à fait. Il a fait de la finale de la Coupe. L'année d'après, dans le fond. Ouais, quand tu penses à ça. Puis, tu vois, puis là... il joue en Suisse maintenant, à Lugano, puis dans une ligue quand même qui a un très bon niveau, la Ligue A. Très bon niveau. Puis, tu sais, c'est un joueur offensif, là. Je pense qu'il a comme 33 points en 42 games ou quelque chose de même. Il cherché pour qu'il non, c'est plus la même affaire. Tu sais, c'est pas la même affaire. Puis, son histoire est intéressante parce que lui, il a jamais porté les couleurs d'équipe Canada d'aucune façon dans sa vie, jamais. Championnat junior ou rien de ça. Que dalle, pas de U18, Ivan Linka, ou de mondial junior, ou de championnat du monde après, ou rien
rien de tout ça. Puis il s'est fait appeler la veille de la Coupe Spengler, qui était à Davos ensuite. Il faisait même pas partie des plans d'équipe Canada, de Team Canada pour les Jeux de Pyeongchang jusqu'à tout récemment, parce qu'ils ont eu plusieurs tournois préparatoires, puis il était jamais là, tu sais. Puis là, je pense qu'il leur manquait un gars, puis le 26 décembre, à 11h le soir, il s'est fait appeler pour dire « Yo, dude, tu peux-tu être là demain, genre, pour jouer avec nous autres à la Coupe Spengler? » Puis il s'est pointé là, il a super bien fait, il a produit, il a été très, très efficace, genre, il était spécialiste, mettons, des mises au jeu, jouant des avantages numériques, mais un peu en avantage, il me disait aussi, un rôle plus offensif, vraiment une espèce de joueurs bons dans les deux sens de la patinoire. Mais tu sais, peut-être niveau joueur de centre, deuxième trio, là, mettons, pour l'équipe, où on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais bref, ils l'ont tellement aimé que 10 jours après, ils ont dit qu'ils s'en allaient au jeu, tu sais. Mais il a jamais fait partie des plans au départ. Puis avec tout ce qui se passe avec la Russie, là, les athlètes russes qui sont bannis, qui sont pas vraiment, là. Ça, c'est finalement non, là, mais un à un, ils sont acceptés ou refusés. Il en refuse quelques-uns. Mais bref, ça pour dire, les joueurs de hockey russes étaient un peu outrés parce qu'ils disaient là, pour une fois qu'on avait une équipe ben trop forte pour la Ligue. Et là, finalement, ils ont trouvé une espèce de solution alternative. Ils se constituent une équipe russe, mais qui s'appelle les Athlètes olympiques de la Russie. C'est ça. Donc, mais qui n'auront pas le droit de porter les couleurs russes. Le drapeau russe est banni, là. Donc, le drapeau, c'est sous le drapeau olympique. À quoi va ressembler leur uniforme, là, je pourrais pas dire, mais c'est des... Et puis, t'entendras pas l'hymne national russe non plus, mais non, on s'entend les athlètes olympiques de la Russie, on sait. Ouais, puis il y a aucune autre nationalité, c'est vraiment juste des Russes. C'est juste eux autres, il y a là-dedans, il y a des Ilya Kovalchuk, il y a des Pavel Datsyuk, et Markov a été... laissé de côté. Au profit de Nikita Nesterov, ça, c'est quand même un peu... Ouais, plus Brian Genta également. Oui, avec les Américains. Et... j'ai regardé ça parce que c'est sorti hier, en fait. Les Russes, le line-up russe est sorti hier. Et c'est des gars tous de la KHL et tous les joueurs viennent de 3 équipes. C'est 3 équipes, ok, tu vois, je t'ai pas rendu là dans ma recherche encore. Je regardais, parce qu'il y avait leur logo KHL. Ils viennent soit de Pétersbourg, il y a juste 3 équipes. Là, je me dis, ok, fait qu'il y a 3 équipes qui ont toutes les richesses, ou il y a quelque chose qu'on sait pas, là. Peut-être une guerre de clochers un peu aussi. Je jasais avec un journaliste russe, il y a pas si longtemps, un Québécois qui est établi en Russie depuis plusieurs années. Puis quand j'ai vu, parce il y avait peut-être été question pour nous d'aller faire de quoi avec Markov, en Russie, comme le Journal de Montréal a fait d'ailleurs. Plus à saveur olympique, parce qu'on pensait tous qu'il allait y être. Il y a quand même une très bonne saison là, avec l'Akbar, Kazan. Puis le journaliste en question me disait, il était courtisé par Moscou, par une des équipes moscovites. Il était courtisé par peut-être Saint-Pétersbourg aussi, mais par les plus gros clubs de la KHL. Puis lui, pour des raisons familiales essentiellement, il a décidé de s'en aller à Kazan. Et le journaliste me disait, moi, je mettrais pas, nécessairement trop d'argent sur lui, parce qu'en Russie, il y a beaucoup de guerres de clochers. Puis c'est pas les gens qui sont à Kazan qui tirent les ficelles. Puis parce qu'il a levé le nez sur les grosses organisations de la KHL, ça se peut qu'il reste chez eux. Puis finalement, il est pas choisi. Est-ce que c'est juste pour ça? Je sais pas. Mais mettons que le journaliste m'avait lancé sur une piste qui se confirme. Là, visiblement, parce que Nesterov était même pas un top 6 dans le national. Non, là, il était un 7. Là. L'autre était top 3 depuis 10 ans, 15 ans. Mais... ça me fait penser aussi, parce qu'on t'entend parler des Jeux de Vancouver, une affaire un peu drôle que je voulais te conter, qui est... Faut-tu que tu t'en ailles? Non, c'est bon. Pas de suite. Non, ça, regarde l'heure. Mais il y avait eu une erreur, je sais pas si ça te dit de quoi, mais au jeu, la cérémonie d'ouverture des Jeux de Vancouver, il y avait une des fameuses tours qui avait pas levé, l'une des fameuses... en tout cas, je me souviens plus comment on pourrait appeler ça, mais un genre de... L'autre erreur, c'était Wayne Gretzky dans le pick-up aussi, là. Je sais pas si ça s'appelle ça. Non, je sais pas. Et là, ok, mais continue. Mais bref, en tout cas, il y avait dans la cérémonie d'ouverture, c'était comme une espèce de truc olympique qui ouvrait, c'était 4 affaires qui ouvraient un à un. Puis il y en a un qui a juste jamais ouvert pour un problème qu'on saura jamais, là. Je sais pas si c'était électrique ou quoi. Et à la cérémonie de fermeture, il voulait faire un clin d'œil à ça, de manière humoristique, là, pour un peu comme dédramatiser le tout. Et à l'école de l'humour, on a un cours de clown. OK. Et, oh mon Dieu, je paierais pour assister. Ouais, c'est ça. En fait, non. Non, tu voulais pas voir ce qui se passe là. Puis le prof de clown, c'est il s'appelle Yves Dagenet, si je me trompe pas. Puis lui, c'est quand même assez reconnu mondialement. Là, lui, en Russie, il se promène partout dans le monde pour entraîner les clowns. Mais au Canada, la culture du clown, c'est pas super. Mais en Russie, puis dans les cirques dans le monde, c'est vraiment une grosse affaire.
Lui, c'est un gars qui a été clown de carrière. Prof de clown, c'est quand même méchant job. Je sais, mais au Québec, c'est plus absurde que dans le reste du monde. Là-bas, dans le reste du monde, il y a du monde pour qui c'est tout à fait normal. Ouais, c'est vraiment dans la culture. Okay. Puis lui, quand c'est arrivé ça, il s'est fait appeler, lui, il dit en disant, j'étais un pocheur de clown, souvent, il me demande des clowns aux affaires, puis je leur suggère le monde. Il dit pour ça, il s'est fait appeler, parce que pour la cérémonie de fermeture, ils ont fait appel à un clown puis là, c'était le clown qui retournait sur le lieu où il y avait l'ouverture, puis là, il tirait invisiblement. Non, ça m'étonnerait que t'en C'était vraiment, je l'aurais pas su s'il me l'avait pas compté. Puis c'est comme, lui, il arrivait en clown, puis il réparait à la blague, là, l'espèce de panneau qui s'était pas ouvert. Puis là, c'était ton prof? Oui, puis, c'était lui. C'est puis il dit, celle-là, il dit, je sais pas pourquoi celle-là, je l'ai gardé pour moi, ce contrat-là. Puis il dit, tu me suis fait voler à Vancouver, première classe, dans l'âge avec, tu te ramasses avec Michael J. Fox, dans des entrées, bref. Puis c'est lui, si tu le trouves, ça se trouve là sur Internet. La cérémonie de fermeture, il y a genre un clown qui arrive habillé en blanc, un genre de gros marteau, puis qui fait un peu de burlesque. Et c'est le prof de clown à l'école de l'humour. C'est très drôle. Puis il y a eu aussi, tu parles de bugs dans les cérémonies, à Sochi, il y avait eu aussi, il y en a tout le temps, les anneaux s'illuminaient à un moment donné dans la cérémonie, un après l'autre. S'ils le veulent bien. S'ils le veulent bien. Mais le dernier a pas collaboré. Fait que le dernier anneau a juste jamais allumé. Puis ils se sont mis à vendre plein de t-shirts après avec le logo, mais le 5e anneau qui était juste comme une petite étoile. Ça a pas marché pantoute, tu sais, c'était quand même un ça bon prend un peu d'autodérision. Ouais, exact. C'est quoi tes meilleures anecdotes / souvenirs t'es rendu t'as fait déjà 3 jeux, tu fais? Ouais. Tes meilleures anecdotes ou souvenirs qui t'est arrivé, des histoires? Comme personnellement? À tous les niveaux. Ça, il fallait que j'y pense avant. Ah ouais, non, prends ton temps. C'est une bonne... à Pyeongchang. C'est à Pyeongchang, il risque d'en avoir des bons. Je sais pas s'il va m'arriver comme un athlète qui va brailler dans zone mixte puis je sais plus quoi faire. Ça va être peut-être moins fréquent avec les joueurs de hockey. Attends, vite comme ça, c'est dur à dire. Il y en a de Vancouver qui se racontent pas vraiment, là, étant donné qu'on était... C'est ça qui est le fun, tout ça raconte. Qu'on était 20 jeunes journalistes. Attends un peu. Écoute, je vais y penser. T'as-tu d'autres questions? Oui, mais en fait, il y a une question pour la série qu'on arrive à sortir à sa fin, puis une question que... j'en ai une bonne. Une personnelle qui était assez hot. Attends, je vais te poser la question, puis après, on va finir avec ton anecdote. OK, parfait. Fait que la question que je vais te poser, parce que je pense que j'ai jamais posé, c'est quoi qui, depuis que tu es journaliste et que tu vois l'envers du décor, t'as un peu changé ton... Je veux pas dire désenchanté, mais ça peut être dans les deux sens. Ça peut être positif ou négativement. Mais depuis que tu vois l'envers du décor, tu sais, parce que quand... Journaliste, point, là. Ouais. Regardez ça peut être sportif, mais ça peut pas l'être. Mais il y a des choses, des fois, que tu vois, tu fais ouf. Quand j'étais jeune puis je voulais être journaliste, je pensais pas à ça, tu sais. Je pensais, si je n'avais pas vu ce côté-là, mettons, de la médaille. Ça peut être plate un peu, mais c'est aujourd'hui, là, c'est la vitesse à laquelle on est obligé de travailler, puis les commandes, là, qui ont comme un peu pas d'allure, là, des fois, quand tu travailles à Radio-Can, puis que t'as genre 6 converses radio, puis un topo à faire, puis des converses télé par-dessus ça. Puis là, il y a les régions qui t'appellent pour te demander mais nous, mettons Saguenay, tu sais, un TJ Saguenay, puis bon, on aimerait ça que tu parles de Samuel Girard, plus particulièrement, parce que l'Avalanche est en ville, whatever. Tu sais, et non les joueurs de football. Fait comme au repêchage, ça, c'était exceptionnel, parce que t'as des gars qui viennent de partout, là. Fait que là, tout le monde veut son petit bout, tu sais. C'est peut-être plus une réalité radio-canadienne, là, mais genre TJ Estrie, TJ ci, TJ ça. Aussi l'idée ta converse par tel gars. Fait que là, faut tout que tu changes tout le temps. Faut que tu produises un topo. T'as des textes web à écrire. Ça peut avoir l'air de se plaindre le ventre plein. C'est pas ça. Puis ça, c'est au sport, mais c'est la même chose aux nouvelles aussi. C'est qu'on est souvent appelé à travailler tellement vite, je trouve, que oui, il y en a des erreurs. Il y a pas le choix, là. C'est comme, tu vas trop vite, puis tu veux bien faire, puis tu vérifies, mais comme des fois, tu passes vite, puis Colin, tu pensais à d'autres affaires en même temps. Fait que quelque chose qui t'échappe. Vous êtes Fabienne Larouchisée. Non, mais je fais des blagues, mais le citron est pressé, mettons. Apparemment qu'on est Fabienne Larouchisée, si tu veux. C'est un terme que j'ai... mais ça dit tout, là, si on se fie à ce qu'on a entendu. Mais oui, le citron est pressé, puis ça ira pas en diminuant, parce que c'est la réalité maintenant. Donc, cet envers-là du décor,
et plate un peu. Puis c'est moins glamour. Tu sais, moi, je pensais que le jour où je travaillerais à Radio-Can, mon Dieu, que ça serait glam, là. Ouais. Mais mon Dieu, que ça l'est pas. C'est pas les années de Joël Canville avec Guy Lafleur. De Claude. De Claude, Joël, je pense pas que ça soit passé dans ces cas-là. Non, c'est ça, je pense. Qui est en fait un coach de la Ligue nationale de hockey. Ouais, les sandwichs sont aussi bruns à la cafétéria, là, que dans les écoles secondaires, ça, je peux te dire ça. La fameuse cafétéria de Radio-Can. Ouais, qui va disparaître, là. Parce que, mais c'est parce qu'on déménage. Oui. En 2020. C'est tout vide. Apparemment. Ouais. Ben oui puis non. En fait, c'est pas la tour qui est vide, c'est peut-être pas pertinent là, mais c'est en dessous les sous-sols sont immenses là. Moi je travaille pas dans la tour là. Moi on m'a dit qu'en haut dans les bureaux, il y a sûrement des bureaux vides, oui. Mais il y a beaucoup de monde qui travaille dans les bureaux dans la tour parce que c'est pas si gros que ça la tour, en dépit de ce que ça peut avoir l'air là. C'est surtout les sous-sols, t'as 2 étages de sous-sol et ça mon vieux, c'est des galeries souterraines là. C'est immense. Puis il y a bien des studios et autres cossins complètement abandonné, effectivement. Donc là, bref, on déménage en 2022, la cafétéria va disparaître. C'était mon aparté. Ce qui nous amène à l'anecdote pour... Écoute, à Rio, j'ai plusieurs bons souvenirs, mais à Rio, c'était assez épique. J'avais plus de temps à Rio le soir, surtout, fait que j'étais allé 3 fois à l'athlétisme. J'ai vu Michael Phelps faire son 200 papillons quand il est monté sur le câble dans le milieu. Là, puis je sais pas si t'as vu cette image-là, mais en tout cas... Est-ce que tu l'as vu au after party en allumant son bain? Non, I wish, mais malheureusement non. Bref, j'ai un ami qui couvre pour le web, Olivier Arbour, on n'a pas le nommé, un journaliste qui fut sportif, qui est autre maintenant, et qui lui a le mandat... il filme tout avec son téléphone puis il fait des histoires avec ça, mais pas des stories Snapchat nécessairement, mais plus il va faire du montage après, fait quelque chose de tight, mais c'est genre des mini reportages, un peu à la Jean René Dufort, mettons, qui était pas là à Rio, donc il y avait ce genre de créneau là, mais uniquement web. Puis on lui avait promis un billet pour le 100 mètres pour aller voir Usain Bolt, Andre DeGrasse et compagnie. Qui est comme le summum des Jeux Olympiques. Le summum, tu sais. Puis ça, même quand t'as une accréditation broadcaster, tu peux pas rentrer, ça te prend un super power billet, genre, de plus. Fait que les boss disent à Arbour, tu vas avoir un de nos très rares billets. Mais finalement, c'est pas trop, mais je pense qu'il y avait eu comme un mauvais calcul, puis il y avait un technicien essentiel à la production du truc qui avait pas été compté. Donc, ça y prenait son billet. Alors, ils ont retiré le billet à Arbour, tu sais. Puis il était un petit peu en tabarbib, puis là, on se regarde, puis c'est un vieux chum d'université, puis... Je dis, crime, pourquoi on s'essaye pas, tu sais? On part du IBC, on se rend là-bas, puis on essaye de sneaker, tu sais. Puis de rentrer dans le stade, puis d'aller voir le 100 mètres, là, coûte que coûte, d'une façon ou d'une autre. Puis là, lui, ici. Puis j'ai dit, anyway, ça va te faire un bon topo, tu sais. Filme tout, on va parler à du monde, whatever, qu'on réussisse ou pas. T'as ton topo, tu sais. Fait qu'on part, on déconne, on fait des niaiseries tout le long, on prend le boss, il y a du monde, c'est épouvantable. On arrive au stade, on essaye une première ligne, genre on essaye de sneaker, ça marche pas. On réussit finalement à se prendre ça prenait un bracelet spécial. On jase avec une fille, elle nous en donne, on s'en va dans une autre file, un petit peu plus sketch, média, on passe à travers plusieurs mailles du filet, mais genre juste avant de rentrer dans le stade, la dernière cohorte de gardiens de sécurité, parce qu'il y en a plein, sont comme ils sont où vos billets? On a dit, écoute, ils sont en dedans, c'est la prod qui les a, tu sais. Là, on name drop Robert Frozy, qui est probablement le pire name drop de l'histoire. À Rio, son impact c'est majeur. C'est Robert Frozy, he has our tickets, tu sais, mais ça non, ça passait pas au conseil. Mais on passe vraiment proche de faire fléchir le gars en lui disant, on s'en va rejoindre notre équipe, on est dans le truc de diffusion pis tout ça. Bref, on fait des pieds et des mains, y a rien qui marche, on commence à stresser un peu. On fait le tour du stade, on s'en va voir genre une gang de scalpers brésiliens qui parlent juste portugais, genre. Ouais, parce qu'au Brésil, les gens parlent pas espagnol, mais parlent portugais. Puis on se met à dealer avec eux pendant comme 15 minutes, puis on achète des billets dont on ne connaît pas la validité à ce moment-là. Non, pas vraiment, mais finalement, on se retrouve genre 6e rangée. Ça a aucun sens. Pratiquement, de l'autre bord de la ligne d'arrivée, mais on voyait quand même très bien. On les a payés des peanuts, là. C'était dérisoire versus ce que ça a dû coûter. Je pensais que c'était... on a dealé, puis regarde, c'est ça. Parce que c'est chaque course de 100 mètres aux Olympiques est un moment historique. Oui, exact. Puis moi, c'était comme un de mes objectifs de vie, genre, d'être dans un stade olympique. Je tripe vraiment athlétisme. Pas celui à Montréal, mais... Non, celui-là, ça allait. Mais d'être dans un stade olympique, dans une session d'athlétisme, idéalement un 100 mètres ou un 200 mètres, quelque chose d'épique, mais d'assister vraiment à une session d'athlétisme. Puis, tu sais,
on va se le dire, le 100 mètres, il est mythique. Fait que c'était un peu le target, puis bon, c'est ça, on a payé ces billets-là de façon dérisoire, puis on y a assisté, puis on était vraiment privilégiés, puis c'était écœurant, tu sais, puis bon. Puis le topo était assez bon, mais c'est poche qu'on n'aille pas. Le summum, ça aurait été vraiment d'avoir réussi par nos petites entourloupettes de rentrer. Ça a été la coche juste en dessous, mais c'est vraiment, vraiment un beau moment. Est-ce qu'on peut trouver ce topo-là? Il a été obligé d'être retiré à cause de ce que je t'expliquais. Après 6 mois, on peut plus loin, mais on peut sûrement le voir chez Colis, là. Écoute, si ça t'intéresse, je pourrais te l'envoyer. Je suis pas sûr que les auditeurs vont pouvoir en profiter. C'est pour ça que je demandais. Merci Alexandre pour la table. Ça fait grand plaisir. Merci à toi, David. C'était bien le fun. On en profite pour saluer ma sœur en Australie. Salut, Erika. Hey, merci. Bye-bye. Bye-bye. Merci Alexandre de son passage au podcast et bons Olympiques à tout le monde. C'est une occasion de voir nos meilleurs joueurs qui sont pas dans la Ligue nationale à l'œuvre et aussi de prendre une nouvelle de Monsieur René Bourque. Allez, bons Olympiques, bye bye.